Introduction, le cycle des empires. As-tu déjà remarqué que chaque empire, aussi puissant soit-il, semble avoir une date de péremption invisible? C'est comme s'il y avait un compte à rebours cosmique, silencieux, pendant que les dirigeants se vantent de leur grandeur et que les citoyens vivent tranquillement en pensant que rien ne pourra jamais changer. Pourtant, l'histoire est pleine d'empires qui paraissaient invincibles et qui ont disparu presque du jour au lendemain. Pense-y, des civilisations qui ont construit des villes incroyables, des routes, des armées, des lois, aujourd'hui réduites à des ruines ou à des histoires à moitié oubliées. Et forcément, on se demande pourquoi certains empires durent des siècles, alors que d'autres s'écroulent dans quelques décennies. Commençons par le début. Un empire, ce n'est pas juste un grand pays ou une armée impressionnante. C'est une histoire de peuple, de pouvoir, d'ambition et souvent d'arrogance. Tout commence avec une étincelle, un leader brillant, une stratégie intelligente, ou parfois simplement un coup de chance. Parfois, c'est même la géographie qui aide. Une rivière pour rendre l'agriculture facile, une chaîne de montagnes qui bloque les envahisseurs. Des petits avantages qui s'additionnent jusqu'à donner une société capable de grandir, de dominer et d'influencer tout ce qui l'entoure. Mais voilà le problème. L'expansion, c'est comme une drogue. Plus un empire grandit, plus il veut encore grandir, et plus il devient difficile à gérer. Regarde bien le schéma. Presque tous les empires, de la Mésopotamie à Rome, des Ottomans aux Britanniques, suivent la même trajectoire. D'abord, il y a l'ascension, l'innovation, la bonne gouvernance, la prospérité. Les villes se développent, le commerce explose, les armées conquièrent, la vie s'améliore, la culture se répand. C'est le côté brillant de l'histoire, celui qu'on apprend le plus souvent à l'école. Mais, en même temps, les graines du déclin sont déjà plantées, juste sous la surface. Pourquoi? Parce que les humains sont compliqués. En grandissant, un empire devient difficile à diriger. Les communications se ralentissent, les ressources se tendent, et les dirigeants qui prenaient de bonnes décisions peuvent soudain faire des erreurs. La corruption arrive parfois en douce. Les inégalités grandissent tellement que les gens se mettent à détester le système. Et puis il y a la surexpansion. Aller trop vite, trop loin, c'est parfois plus dangereux encore que de ne pas avancer. On peut avoir la plus grande armée ou les coffres les mieux remplis. Si on ne contrôle plus rien, tout commence à se déliter. Il y a aussi ce que j'appelle le piège de la réussite. Quand un empire a accumulé des victoires, il adopte cette idée. On l'a déjà fait, on peut le refaire. Les dirigeants pensent que ce qui a marché hier marchera toujours. Mais l'histoire n'attend personne. La technologie change, le climat aussi, les voisins évoluent, et même la culture interne se transforme. Ce qui a permis de conquérir peut devenir totalement dépassé. Et c'est là que des petites fissures, problèmes économiques, révoltes, attaques extérieures, peuvent se transformer en crise totale. Souvent, ce n'est pas une catastrophe unique qui détruit un empire, mais une série de petits problèmes qui s'empilent jusqu'à faire tout s'écrouler. Et pourtant, voici ce qui est fascinant. Même quand un empire tombe, il laisse une trace. Langue, architecture, loi, religion, cuisine, tout cela peut survivre longtemps après la fin du pouvoir. Les routes romaines existent encore. Beaucoup de lois modernes reprennent des idées romaines. Les Mongols ont disparu, mais leurs routes commerciales ont changé le monde. Même les empires qui échouent nous apprennent quelque chose. Ils montrent qu'on peut accomplir des choses incroyables, mais aussi que ce que les humains créent reste fragile. Étudier le cycle des empires, ce n'est pas juste regarder le passé, c'est comprendre des modèles qui influencent encore notre monde aujourd'hui. Imagine maintenant un empire à son apogée. Les rues débordent de marchands. Les soldats défilent avec assurance. Les savants écrivent. Les dirigeants sont acclamés. Les gens se sentent en sécurité, fiers, presque invincibles. La vie semble stable, prévisible, éternelle. Mais derrière les murs des palais, des décisions sont prises. Des décisions qui paraissent intelligentes sur le moment, mais qui préparent les problèmes du futur. Les ressources s'épuisent, les rivalités grandissent, des révoltes naissent, et on les ignore. Ce n'est rien. Et dans 100 ans, ou parfois en quelques décennies à peine, cet empire ne sera plus qu'un souvenir. Alors, quel est le message? Les empires naissent parce que les humains sont ambitieux, créatifs et audacieux. Ils tombent parce que les humains sont aussi imparfaits, impulsifs et parfois cupides. C'est un cycle qui se répète partout, à travers les siècles et les continents. En observant ce cycle de près,
on comprend que l'histoire n'est pas un ensemble d'événements isolés. Elle est faite de choix, de comportements, de circonstances qui se répètent encore et encore. Et cela nous rappelle que même les nations les plus puissantes aujourd'hui ne sont que des chapitres d'une histoire commencée depuis des millénaires. Et le plus excitant, ce n'est que le début. Ce cycle que nous venons de voir façonne le destin de chaque empire dont tu as entendu parler. Et de beaucoup d'autres aussi. Dans les prochains chapitres, on va plonger dans les tout premiers empires, découvrir les leçons qu'ils ont laissées et revivre les ascensions spectaculaires, et parfois les chutes dramatiques, des civilisations qui ont façonné le monde, des déserts de Mésopotamie aux steppes glacées de Mongolie, des côtes de la Méditerranée aux vastes océans entourant l'Europe. Chaque empire a une histoire qui nous apprend quelque chose sur le pouvoir, l'ambition et la nature humaine. Alors, tu es prêt à voyager à travers le temps et à suivre la montée et la chute des plus grands empires de l'histoire. Parce que cette histoire ne parle pas seulement de rois, de généraux et de frontières, elle parle de gens, de décisions et de ces mêmes schémas qui se répètent, encore et encore, dans le grand théâtre de l'humanité. 5. La Grèce, innovation et fragmentation. Imagine ceci, une côte baignée de soleil, des maisons blanchies à la chaux qui brillaient face à la mer Égée, l'odeur des oliviers dans l'air, et des philosophes qui débattent sur la place du marché pendant que des soldats s'entraînent juste à côté. Voilà la Grèce antique, mais ne te laisse pas tromper par ce décor idyllique. La Grèce n'était pas un empire unifié comme la Perse ou l'Égypte. C'était une mosaïque de cités-États, chacune farouchement indépendante, souvent en désaccord avec les autres, mais pleine d'innovation, de culture et d'idées qui allaient transformer le monde pendant des siècles. L'histoire de la Grèce commence avec l'essor des cités-États ou polies comme Athènes, Sparte et Corinthe. Ce sont de petites communautés autonomes et chacune possède son propre gouvernement, son armée et sa culture. Athènes devient célèbre pour sa démocratie, sa philosophie et son art, tandis que Sparte est une puissance militaire où l'on valorise avant tout la discipline et l'obéissance. Le plus étonnant, c'est que même si elles sont bien plus petites que des empires comme la Perse, les cités grecques influencent de vastes régions grâce à la colonisation, au commerce et aux idées. Et cette indépendance, même si elle encourage la créativité, va aussi semer les graines de conflits constants. L'innovation est la plus grande force de la Grèce. Ils ne se contentent pas de construire des cités, ils construisent des idées. Des philosophes comme Socrate, Platon et Aristote discutent de ce que signifie mener une bonne vie. Des mathématiciens et des ingénieurs inventent des systèmes et des créations qui nous inspirent encore aujourd'hui. Les artistes et les sculpteurs définissent des critères de beauté que nous admirons toujours. Même leur façon de penser le gouvernement, leurs expériences avec la démocratie, l'oligarchie et la monarchie est révolutionnaire. Contrairement aux empires fondés sur un pouvoir centralisé, la Grèce prospère en encourageant le débat, l'individualité et l'expérimentation. C'est un contraste fascinant. La liberté et la créativité s'épanouissent dans un paysage politique fragmenté. Mais voilà l'autre côté de la médaille. Cette indépendance rend aussi la Grèce vulnérable. Les cités-États se disputent sans cesse la domination, nouant des alliances un jour, se faisant la guerre le lendemain. La guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte, par exemple, épuise les ressources, cause d'innombrables morts et affaiblit les deux puissances. Les Grecs excellent en art, en philosophie et en sciences, mais ils ont du mal à s'unir politiquement. Contrairement à la Perse ou à l'Égypte où l'autorité centrale maintient l'ensemble uni, la civilisation grecque reste un assemblage d'ambitions rivales. Leur fragmentation est à la fois la source de leurs innovations et leurs limites. La Grèce doit aussi affronter des pressions extérieures. L'Empire perse représente une menace immense, ce qui provoque des guerres célèbres comme Marathon et les Thermopyles. Ces conflits obligent les cités à coopérer temporairement, prouvant que même dans un système fragmenté, la nécessité peut créer l'unité. Mais cette unité reste fragile et de courte durée. Dès que le danger disparaît, les anciennes rivalités reviennent. L'histoire montre souvent cela. Une société brillante peut être minée par ses divisions internes. Un autre aspect remarquable de la Grèce, c'est la diffusion de sa culture. Sans empire unifié, elle étend pourtant son influence très loin grâce au commerce, aux colonies et plus tard aux conquêtes. La langue grecque, la philosophie et l'art se répandent jusqu'en Asie mineure, en Égypte et finalement à Rome. Cela nous montre une chose importante. Les civilisations peuvent projeter leur puissance de bien des façons, pas seulement par les armées ou l'administration, mais aussi par les idées,
la culture et les réseaux d'échange. La Grèce ne devient peut-être jamais un grand empire centralisé, mais son héritage survit plus longtemps que celui de nombreux empires. Et malgré tout, l'histoire de la Grèce nous met en garde. L'innovation et la créativité sont puissantes, mais sans cohésion ni autorité centrale, la vulnérabilité grandit. La montée de la Macédoine sous Philippe II et son fils Alexandre le Grand montre bien ce qui se passe lorsque quelqu'un parvient à unir, au moins temporairement, ce monde grec fragmenté. Alexandre utilise la culture grecque comme outil d'unité, tout en étendant son territoire à une échelle que les Grecs n'avaient donc jamais connue. Mais cette expansion repose aussi sur un équilibre délicat entre autonomie locale et pouvoir central, un écho à ce que nous avons déjà vu en Perse. Ainsi, en étudiant la Grèce, nous découvrons une société faite de contrastes. L'indépendance nourrit une créativité extraordinaire, mais la rivalité constante limite la stabilité politique. La philosophie, l'art et la science brillent, pourtant l'absence de véritable unité laisse la Grèce exposée aux conflits internes et aux conquêtes extérieures. Les Grecs nous apprennent que l'innovation et la fragmentation peuvent coexister, produire du génie, mais aussi révéler l'équilibre fragile que les civilisations doivent trouver entre liberté et ordre. Bientôt, nous explorerons Rome, une civilisation qui apprend des forces et des faiblesses de la Grèce. Rome reprend l'art et les idées grecques, tout en leur ajoutant un pouvoir centralisé, un système juridique fort et une organisation militaire redoutable. C'est une histoire de synthèse, tirer des leçons du passé pour construire quelque chose de plus vaste et durable, même si cela n'échappe pas au même cycle d'ascension et de déclin. Pour l'instant, souvenons-nous de la Grèce comme d'une civilisation pleine de paradoxes, farouchement indépendante mais culturellement unificatrice, fragmentée mais incroyablement influente. Leur histoire nous rappelle qu'un empire, ou même un réseau de cités, n'a pas besoin d'être immense ni de dominer militairement pour laisser une trace durable. La créativité, la culture et les idées sont aussi des formes de puissance, et parfois, elles survivent bien plus longtemps que les armées et les rois. Les califats islamiques, foi, savoir et empire. Ferme les yeux et imagine un paysage désertique parsemé de petites villes et de routes commerciales. Le sable s'étend jusqu'à l'horizon, mais caché au milieu de tout cela, on trouve des marchés animés, des caravanes chargées d'épices, de soie et de métaux précieux, ainsi que des centres de savoir dignes des plus grands du monde connu. Voici l'univers des premiers califats islamiques, des empires bâtis non seulement sur la conquête, mais aussi sur la foi, l'administration et une incroyable diffusion des connaissances. L'histoire commence au 7e siècle de notre ère, lorsque le prophète Muhammad unit les tribus arabes sous la bannière de l'islam. Le premier califat, appelé le Rashidoun, s'étend rapidement. Ce qui est fascinant, c'est que leur réussite ne repose pas seulement sur la force militaire. Ces dirigeants associent la foi à la gouvernance. L'islam fournit un cadre unificateur, des lois, des normes sociales et des principes moraux qui lient les gens entre eux. Dans un monde rempli de tribus, de langues et de cultures différentes, la foi crée un sentiment d'identité et de but à la fois spirituel et politique. Les califats islamiques excellent aussi dans l'administration. En s'étendant au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et même dans certaines parties de l'Europe et de l'Asie, ils doivent gérer des populations extrêmement diverses. Ils mettent en place des systèmes permettant aux peuples conquis de garder leurs coutumes, leur religion et leurs lois, tant qu'ils reconnaissent l'autorité du calife. Cet équilibre entre tolérance et contrôle centralisé rappelle les leçons observées plus tôt dans l'Empire perse. C'est une façon astucieuse de garder l'ordre tout en grandissant rapidement. L'économie et le commerce jouent eux aussi un rôle essentiel dans l'ascension des califats. Ils contrôlent des routes commerciales clés reliant l'Orient et l'Occident, notamment la route de la soie et les voies maritimes de l'océan Indien et de la Méditerranée. Des villes comme Bagdad, Damas et Cordoue deviennent des centres de commerce, de culture et d'innovation. Les richesses générées financent les armées, les infrastructures et les institutions de savoir. L'économie est organisée pour soutenir à la fois l'expansion et la stabilité, un modèle que l'on retrouve dans d'autres grands empires, mais ici marqué par une identité islamique propre. L'un des aspects les plus remarquables des califats islamiques est leur dévouement envers le savoir et la recherche. Des institutions comme la Maison de la Sagesse à Bagdad rassemblent des textes venus de Grèce, de Perse, d'Inde et d'ailleurs. Les savants y traduisent, étudient et développent des savoirs en mathématiques, astronomie,
médecine et philosophie. Ce rayonnement intellectuel n'a rien d'un simple prestige, il renforce l'empire. Des administrateurs, ingénieurs et médecins bien formés soutiennent le gouvernement, l'armée et la vie urbaine. Les califats montrent que le développement culturel et intellectuel peut être au cœur de la puissance impériale, et non une idée secondaire. La religion sert aussi de force stabilisatrice. Les principes de l'islam guident la loi, l'impôt, la conduite sociale et l'éducation. Offrant une cohésion à travers un empire vaste et culturellement diversifié. Les habitants ne sont pas seulement des sujets, ils appartiennent à un cadre spirituel et social commun. Cette unité par la foi permet au califat de maintenir une stabilité dans des territoires qui auraient pu se rebeller sous une domination étrangère. Mais comme tous les empires, les califats rencontrent des défis. Des disputes de succession, des rébellions internes et des factions rivales menacent leur unité. Les Omeyyades et les Abbassides, par exemple, ont parfois du mal à maintenir la cohésion dans leurs immenses domaines. Des menaces extérieures, comme les invasions mongoles ou les croisades, mettent à l'épreuve leur système militaire et administratif. Une trop grande extension, comme nous l'avons vu pour Rome et la Perse, devient un danger constant. Malgré ces difficultés, les califats islamiques laissent un héritage durable. Bien au-delà de leurs conquêtes, ils diffusent des idées, des savoirs et une culture qui influence l'Europe, l'Asie et l'Afrique durant des siècles. Les mathématiques, la médecine, l'architecture et la philosophie s'épanouissent sous leur règne, prouvant que bâtir un empire ne se résume pas aux armées et aux frontières. Il s'agit aussi de culture, d'éducation et d'identité partagée. Même après le déclin du pouvoir politique, leur influence intellectuelle et culturelle perdure et façonne l'histoire de l'humanité. L'histoire des califats islamiques nous enseigne une leçon essentielle. La foi et un but commun peuvent unir un empire, tandis que le savoir et une bonne administration peuvent le renforcer. La conquête militaire peut créer un empire, mais c'est l'idéologie, la gouvernance, l'économie et la culture qui le font durer. Et comme nous l'avons souvent constaté, la trop grande extension, les divisions internes et les conflits de succession restent des menaces constantes pour toute puissance à long terme. En passant ensuite à l'empire mongol, nous découvrirons un tout autre modèle de puissance, fondé sur la mobilité, la terreur et la conquête, mais étonnamment efficace aussi dans l'administration et l'intégration culturelle. Mais pour l'instant, gardons en mémoire les califats islamiques, des empires qui ont su mêler foi, savoir et gouvernance pragmatique pour s'élever rapidement et laisser un héritage dépassant largement leurs frontières politiques. L'empire mongol, vitesse, peur et commerce. Imagine une immense steppe ouverte qui s'étend à perte de vue, avec des cavaliers nomades qui la traversent à une vitesse incroyable. C'était le monde des Mongols, un peuple qui a transformé la mobilité, la discipline et la peur en fondation de l'un des plus grands empires de toute l'histoire. Contrairement à d'autres empires qui reposaient sur des villes, des fleuves ou une lourde administration, les Mongols ont bâti leur puissance à cheval, avec des flèches et une incroyable capacité à frapper plus vite que n'importe qui. Et pourtant, ils n'étaient pas seulement des conquérants, ils savaient aussi organiser, commercer et créer des liens culturels, prouvant qu'un empire fondé sur la peur pouvait tout de même laisser une empreinte durable. L'histoire commence avec Gengis Khan au début du XIIIe siècle de notre ère. Né sous le nom de Temujin, il a uni les tribus mongoles, souvent de manière impitoyable, mais aussi grâce à des alliances et une diplomatie habile. Une fois l'unité obtenue, il a réorganisé la société avec un système basé sur le mérite, une discipline militaire stricte et des lois appelées le yassa. La loyauté et les compétences comptaient plus que la naissance noble, ce qui créait une armée efficace et motivée. Les Mongols savaient que la vitesse et la coordination étaient leurs armes ultimes. Une petite force disciplinée pouvait anéantir un adversaire beaucoup plus grand, mais trop lent. Les conquêtes se sont enchaînées rapidement. Des villes et des royaumes d'Asie centrale, de Perse et de Chine sont tombés sous le contrôle mongol, souvent terrifiés par leur réputation de violence efficace. Pourtant, les Mongols savaient que la terreur ne suffisait pas à maintenir un empire. Ils intégraient des chefs locaux à leur administration, respectèrent les religions existantes et épargnaient parfois artisans et savants pour les aider à gouverner et enrichir l'empire. C'était un thème que nous avons déjà vu avec les Perses ou les califats islamiques. La tolérance et l'intégration peuvent stabiliser une population conquise. Le commerce et la communication étaient un autre pilier. Les Mongols ne faisaient pas que détruire, ils reliaient.
La route de la soie, autrefois fragmentée et dangereuse, devint un réseau sécurisé sous leur protection. Les caravanes, les marchands et les diplomates circulaient plus librement que jamais, diffusant marchandises, idées et culture de la Chine à l'Europe. Cette circulation économique et culturelle étendait leur influence bien au-delà de ce que leurs armées pouvaient faire seules. Leur stratégie militaire était légendaire. Les armées mongoles pouvaient parcourir d'immenses distances très vite, utiliser la guerre psychologique et coordonner des manœuvres complexes avec une précision étonnante. Leurs archers à cheval, leurs fausses retraites et leurs messagers rapides leur permettèrent de vaincre des empires pourtant bien plus nombreux. Leur stratégie ne reposait pas seulement sur la force brute, elle était faite d'intelligence, de planification et d'organisation, associées à la vitesse et à l'adaptabilité. Les Mongols savaient exploiter leurs atouts uniques plutôt que de copier les autres. Mais leur plus grande force portait aussi des faiblesses en elles. Leur pouvoir dépendait énormément de leurs dirigeants, surtout du génie de Gengis Khan et de ses successeurs directs. Quand l'autorité centrale s'est affaiblie, les divisions internes, les querelles de succession et les difficultés liées à la gestion d'un territoire immense et dispersé ont créé des vulnérabilités. La surextension, déjà vue à Rome et en Perse, est devenue un défi permanent. Et même si le commerce prospérait, des révoltes locales et des différences culturelles mettaient parfois en danger la cohésion. Un autre aspect marquant fut l'énorme échange culturel et technologique qu'ils ont permis. Ils ont favorisé la diffusion du papier, des techniques d'imprimerie, de la poudre à canon et même de connaissances médicales à travers les continents. Les idées voyageaient en même temps que les marchandises, créant un réseau d'innovation et d'apprentissage jamais vu auparavant. Malgré leur réputation de destruction, les Mongols ont été des passeurs, un empire construit non seulement sur la peur, mais aussi sur la mobilité, la communication et la circulation des connaissances. Finalement, l'empire mongol s'est divisé en plusieurs khanates, comme la Horde d'Or en Russie, l'Ilkhanat en Perse et la dynastie Yuan en Chine. Chacun d'eux a dû gérer les mêmes difficultés, trouver l'équilibre entre autonomie locale et contrôle central, faire face à la surextension et maintenir leurs systèmes économiques et militaires sur d'immenses distances. Même les Mongols, avec leur vitesse et leur adaptabilité inégalée, n'ont pas pu garder une unité politique durable. L'empire mongol nous rappelle une grande leçon sur l'ascension et la chute des empires. L'innovation militaire et la terreur peuvent conquérir vite, mais la stabilité à long terme demande une bonne gouvernance, de l'intégration et une économie solide. La mobilité, la communication et le commerce peuvent étendre l'influence bien au-delà des frontières, mais les querelles de succession et la surextension restent des faiblesses éternelles. Comme tant d'empires avant et après eux, la grandeur peut aller de pair avec une grande fragilité. Bientôt, nous passerons à l'Empire ottoman, une civilisation qui, contrairement aux Mongols, a su associer puissance militaire, administration et culture pour durer pendant des siècles. Mais pour l'instant, souvenons-nous des Mongols, un peuple qui a transformé la vitesse, la peur et l'intégration stratégique en un empire qui a remodelé l'Eurasie, révélant à la fois la force immense et les limites d'une puissance fondée sur la mobilité et la guerre psychologique. L'Empire espagnol, conquête et effondrement de l'or ferme les yeux et imagine les côtes des Amériques au début du XVIe siècle. Des jungles immenses, des fleuves gigantesques et des civilisations indigènes qui prospéraient depuis des siècles. Puis imagine des navires arrivant de l'autre côté de l'Atlantique, remplis d'explorateurs, de soldats et de marchands, tous motivés par la promesse de richesse, de terre et de gloire. Voilà le monde de l'Empire espagnol, une civilisation qui s'est élevée très vite grâce à la conquête et aux richesses, mais qui a fini par atteindre les limites de l'excès, de la mauvaise gestion et de la fragilité des trésors d'or. L'histoire commence avec le voyage de Colomb en 1492, qui a ouvert la porte à l'expansion espagnole dans le Nouveau Monde. Des conquistadors comme Hernán Cortés et Francisco Pizarro ont conquis d'immenses empires, les Aztèques au Mexique et les Incas au Pérou, en utilisant une combinaison de technologies militaires, d'alliances avec des ennemis locaux et d'un incroyable culot. Ces premières victoires ont été stupéfiantes, et le flot d'or, d'argent et d'autres ressources vers l'Espagne a créé une richesse jamais vue. L'Empire semblait impossible à arrêter, et l'influence de l'Espagne s'est rapidement étendue aux Caraïbes, à l'Amérique centrale et du Sud, ainsi qu'à certaines régions d'Asie. Mais la conquête seule ne suffit pas à rendre un empire durable. Pour gouverner ces territoires immenses et lointains, les Espagnols ont mis en place un système administratif reposant sur des vice-rois, des gouverneurs et des conseils pour gérer l'impôt,
la loi et le commerce. Les populations indigènes ont souvent été forcées de travailler à travers des systèmes comme l'encomienda, qui enrichissaient la couronne mais provoquaient tensions et résistance. L'imposition culturelle et religieuse, notamment par les missions chrétiennes et la diffusion du catholicisme, a aussi joué un rôle essentiel dans le contrôle du territoire, mais souvent à un coût humain tragique. Économiquement, l'Empire espagnol reposait sur l'extraction des métaux précieux. Les mines d'argent de Potosí et l'or du Mexique alimentèrent le commerce européen et finançaient des guerres sur le continent. Mais cette dépendance à une richesse facile cachait de grands dangers. L'inflation, la corruption et la négligence envers les industries locales ont peu à peu affaibli l'économie. L'Empire dépendait des importations, tandis que la production locale ne suivait pas. Une leçon que l'on retrouve souvent: trop compter sur ses ressources sans développement durable peut mettre en péril même l'empire le plus riche. Sur le plan culturel et politique, l'Espagne projetait sa puissance à travers l'architecture, les villes et les institutions religieuses. Cathédrales, forts et centres administratifs étaient construits dans les colonies, symbolisant à la fois l'autorité et l'étendue de l'empire. Le catholicisme devenait une force unificatrice, même s'il était souvent imposé avec violence. Ce mélange de symboles, de gouvernance et de religion a permis de maintenir le pouvoir espagnol pendant des siècles, mais ne suffisait pas à surmonter les défis logistiques et économiques d'un empire si dispersé. La force militaire était cruciale, mais l'empire espagnol souffrait aussi de surextension. Les territoires étaient très éloignés, les communications lentes et les rébellions fréquentes. Les soulèvements indigènes, la piraterie et la concurrence d'autres puissances européennes, comme les Anglais, les Français et les Néerlandais, mettaient l'empire sous pression. Garder la main sur les Amériques tout en défendant les territoires européens exigeait des ressources énormes, créant un conflit constant entre ambition et réalité. Le déclin de l'Empire espagnol montre les dangers de la mauvaise gestion et de la dépendance à des richesses issues de la conquête. Les guerres en Europe consommaient les ressources, la corruption réduisait l'efficacité de l'administration, et la dépendance à l'argent créait une économie instable. Au cours du XVIIIe siècle, la puissance de l'Espagne avait diminué, et les mouvements d'indépendance en Amérique ont encore réduit son territoire. L'effondrement fut lent, mais inévitable, prouvant qu'une expansion rapide sans institutions solides reste un fondement fragile. Pourtant, l'Empire espagnol a laissé une empreinte durable. La langue, la religion, l'architecture et les pratiques culturelles se sont répandues sur plusieurs continents, influençant des millions de personnes et modelant les Amériques modernes. Même après son déclin, l'héritage culturel de l'Espagne est resté. Preuve que les empires marquent souvent le monde bien plus longtemps que leur domination politique. L'histoire de l'Empire espagnol nous apprend une leçon essentielle. La conquête et la richesse peuvent apporter une expansion rapide, mais la durabilité dépend d'une bonne administration, d'une économie diversifiée et d'un soin réel apporté aux populations, qu'elles soient citoyennes ou conquises. L'or peut nourrir l'ambition, mais il ne garantit pas la longévité. La surextension, l'inefficacité interne et la dépendance à des ressources extraites sont des schémas répétés qui mènent au déclin, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres empires. Quand nous passerons à l'Empire britannique, nous verrons une autre puissance européenne, mais qui a combiné commerce, colonisation, force militaire et administration d'une manière qui lui a permis de dominer le monde pendant des siècles. Pour l'instant, souvenons-nous de l'Espagne. Une ascension éblouissante bâtie sur la conquête et l'or, et un déclin qui nous rappelle que la richesse sans stabilité, c'est comme construire un château sur du sable. L'Empire britannique, l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Imaginez un globe où des drapeaux britanniques apparaissent un peu partout, de l'Amérique à l'Afrique, en passant par l'Asie et le Pacifique. Des marchands, des soldats et des administrateurs traversent les océans, reliant des colonies lointaines par le commerce, la politique et la culture. C'était l'Empire britannique, l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, un réseau mondial qui a combiné puissance militaire, commerce et administration d'une manière qui a transformé le monde moderne. La montée de la Grande-Bretagne ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a commencé par l'exploration, le commerce et l'innovation navale au XVIe et XVIIe siècle. Contrairement à l'Empire espagnol qui s'appuyait surtout sur la conquête et le pillage, la Grande-Bretagne a construit son empire progressivement grâce aux compagnies commerciales, aux colonies de peuplement et aux alliances. La Compagnie des Indes orientales, par exemple, a établi son influence en Inde en combinant diplomatie, commerce et force militaire.
Le contrôle des routes commerciales et des ports stratégiques donnait à la Grande-Bretagne un pouvoir économique qui se transformait facilement en pouvoir politique. La suprématie navale était au cœur de son succès. Une marine forte et disciplinée permettait à la Grande-Bretagne de protéger son commerce, d'étendre son influence à l'étranger et de montrer sa puissance bien au-delà de sa population relativement limitée. Les ports, les flottes et les innovations en navigation lui ont permis de dominer les mers, un peu comme Rome utilisait ses routes pour unir son empire, mais cette fois à l'échelle du monde. La puissance navale n'était pas seulement militaire, elle était aussi économique, politique et culturelle, car elle assurait la communication et le contrôle entre des territoires très éloignés. La colonisation jouait aussi un rôle essentiel. Les colonies de peuplement en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande offraient ressources, main-d'œuvre et nouveaux marchés. D'autres colonies fournissaient des matières premières comme le coton, le sucre ou le thé, ce qui alimentait la croissance industrielle de la Grande-Bretagne. Certaines colonies étaient fortement exploitées, tandis que d'autres développèrent des institutions locales intégrées au système britannique. L'administration, la loi et les infrastructures, chemins de fer, télégraphes, ports, ont permis de consolider le contrôle impérial et de tirer efficacement profit des territoires. La stratégie économique était fondamentale. L'industrialisation donnait à la Grande-Bretagne un avantage énorme, lui permettant de fabriquer des produits à bas coût et de les vendre partout dans le monde. Les réseaux commerciaux reliaient les colonies à la métropole, créant une interdépendance qui renforçait l'empire. L'argent n'était pas seulement accumulé, il était investi de manière stratégique dans les infrastructures, l'armée et l'administration pour maintenir la puissance sur le long terme. Cela montre une constante dans l'histoire des empires. La richesse devient vraiment puissante lorsqu'elle s'accompagne d'organisation et d'une vision stratégique. Sur le plan culturel, la Grande-Bretagne diffusait sa langue, son éducation et ses systèmes juridiques, créant une cohésion entre des régions très diverses. L'anglais est devenu une langue commune dans de nombreuses parties du monde. Les lois et les institutions politiques apportèrent de l'ordre et la culture renforçait l'autorité de l'Empire. La religion avait aussi son rôle, même s'il était moins central qu'en Espagne. Les missionnaires accompagnaient souvent le commerce et la colonisation, donnant une dimension morale et culturelle à l'influence impériale. Mais l'Empire britannique a dû faire face aux mêmes difficultés que tous les empires. Gérer des territoires aussi éloignés était complexe, et les résistances étaient assez constantes. Révoltes, guerres et mouvements nationalistes remettaient en question l'autorité impériale. Les guerres mondiales, les pressions économiques et les changements politiques du XXe siècle ont accéléré la décolonisation. Le surmenage impérial, les conflits internes et la difficulté d'équilibrer contrôle et autonomie locale ont fini par limiter sa durée. Même l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais ne pouvait échapper au cycle éternel de l'ascension et de la chute. Pourtant, l'héritage de l'Empire britannique reste bien vivant. La langue, les systèmes juridiques et politiques, les infrastructures et les réseaux commerciaux ont façonné le monde contemporain. L'influence culturelle et économique a continué même après la fin du contrôle politique direct, montrant que l'empreinte d'un empire peut durer bien plus longtemps que ses frontières officielles. L'histoire de la Grande-Bretagne montre que l'influence mondiale ne dépend pas seulement de la conquête, mais aussi du commerce, de l'administration et de l'intégration culturelle. L'Empire britannique nous enseigne quelque chose d'essentiel sur la puissance impériale moderne. La force militaire et la colonisation comptent, mais elles doivent être accompagnées d'une administration solide, d'une stratégie économique réfléchie et d'une cohésion culturelle pour maintenir l'influence. Le surmenage et les divisions internes restent des menaces constantes, rappelant des schémas déjà vus chez Rome ou les Mongols. Le succès peut être immense, mais durer demande un équilibre délicat. Quand nous aborderons les empires modernes et les rythmes de montée et de déclin dans le monde contemporain, nous verrons que les mêmes principes reviennent encore et encore. Mais pour l'instant, souvenons-nous de la Grande-Bretagne. Un empire bâti sur les océans, le commerce et une administration efficace, dont la portée mondiale a transformé le monde tout en illustrant les grandes leçons sur la puissance et les limites des empires. 18. L'Empire américain, une puissance sans colonie. Imagine la ligne d'horizon de Washington, D.C., l'agitation de Wall Street et des bases militaires réparties aux quatre coins du monde. Contrairement aux anciens empires fondés sur les colonies et la conquête territoriale, les États-Unis ont atteint une position dominante grâce à une combinaison de puissance économique, d'innovation technologique, de culture et d'influence militaire.
L'Empire américain montre que, dans le monde moderne, on peut exercer son influence sans colonisation traditionnelle, et que le pouvoir peut être aussi fragile qu'il est vaste. La montée des États-Unis commence à la fin du XVIIIe siècle, après leur indépendance face à la Grande-Bretagne. D'abord puissance continentale, ils se sont étendus vers l'ouest sur toute l'Amérique du Nord, exploitant ressources, infrastructures et immigration pour croître rapidement. À la fin du XIXe et au tout début du XXe siècle, l'industrialisation a transformé le pays en véritable moteur économique mondial. Les usines, les chemins de fer et les innovations technologiques ont alimenté sa croissance intérieure et son influence internationale, prouvant que la force économique est souvent la base d'un empire moderne, tout comme le commerce et les ressources l'étaient pour la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Chine. La puissance militaire a joué un rôle central, même sans colonie classique. La marine, l'aviation et la présence militaire mondiale ont permis aux États-Unis de projeter leur puissance à la fois dans l'Atlantique et le Pacifique, d'influencer des conflits et de protéger leurs intérêts économiques. De la guerre hispano-américaine aux interventions en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, l'Amérique a montré que sa capacité militaire pouvait étendre son influence bien au-delà de ses frontières. Contrairement aux anciens empires, elle a souvent exercé son pouvoir de manière indirecte, par des alliances, de l'aide et des institutions multinationales. La domination économique a renforcé l'influence politique. Les entreprises américaines, la technologie et les réseaux commerciaux ont créé une interdépendance avec d'autres nations, rendant la politique des États-Unis déterminante à l'échelle mondiale. La monnaie, l'industrie et la culture de consommation sont devenus des outils de pouvoir doux, montrant que les empires modernes peuvent prospérer autant par l'économie et la culture que par les armées et les territoires. Cela rappelle certains aspects de l'Empire britannique, mais adaptés à un monde industrialisé et globalisé. La culture et l'idéologie ont aussi été des atouts essentiels. Le modèle américain de démocratie, de capitalisme et de droits individuels a séduit d'autres pays, étendant son influence sans conquête formelle. Hollywood, le jazz et les technologies exportées ont contribué à façonner l'image de l'Amérique à travers le monde, tandis que des organisations comme les Nations Unies et l'OTAN ont permis aux États-Unis d'inscrire leur influence dans des structures internationales. Le pouvoir est ainsi devenu à la fois concret et symbolique. Mais l'Empire américain connaît aussi des faiblesses familières, la surextension, les engagements militaires, les inégalités économiques et la polarisation politique mettent à l'épreuve sa capacité à maintenir son influence. La concurrence mondiale, les mutations technologiques et l'évolution des alliances compliquent la durabilité de sa puissance. D'une certaine manière, les États-Unis sont confrontés aux mêmes défis structurels que les anciens empires, dans un monde où l'influence est plus complexe et moins liée au contrôle territorial. L'histoire de l'Empire américain nous enseigne que les empires modernes reposent sur une combinaison de puissance militaire, de force économique, d'innovation technologique et d'influence culturelle. La conquête territoriale n'est plus indispensable, mais la leçon essentielle reste la même. L'influence exige organisation, légitimité et capacité d'adaptation. Même sans colonie, la portée d'un empire dépend de sa cohésion interne et des réactions des autres puissances. Lorsque nous aborderons la synthèse finale des empires, nous verrons que les mêmes schémas se répètent au fil du temps. Expansion rapide, pouvoir centralisé, stratégie économique, influence culturelle et les vulnérabilités inévitables qui conduisent au déclin. Pour l'instant, souvenons-nous de l'Amérique, une puissance mondiale sans colonie qui démontre que les règles de l'Empire peuvent évoluer, mais que le cycle de l'essor, de l'influence et des défis reste universel. Pourquoi les empires s'effondrent, les schémas communs? Tu t'es déjà demandé pourquoi les plus puissants empires, Rome, les Mongols, la Grande-Bretagne ou même les États-Unis, finissent toujours par décliner? On pourrait croire que chaque chute est unique, liée à ses propres circonstances. Mais si on regarde de près, un schéma frappant apparaît. Malgré leurs différences de culture, de géographie ou de technologie, les empires s'écroulent souvent pour des raisons étonnamment similaires. Comprendre ces schémas nous permet de voir l'histoire non pas comme une suite d'événements séparés, mais comme un cycle, montée, apogée, puis déclin. L'une des causes les plus fréquentes, c'est la trop grande extension. Les empires, motivés par l'ambition ou la peur, grandissent plus vite qu'ils ne peuvent gouverner efficacement. Rome peine à contrôler des territoires immenses. Les Mongols ont du mal à maintenir l'unité à travers l'Eurasie. La Grande-Bretagne doit gérer des colonies sur plusieurs continents,
un vrai casse-tête logistique. Cette expansion met à rude épreuve les armées, les ressources et l'administration, laissant l'État vulnérable aux rébellions, aux invasions et à la corruption interne. L'expansion apporte la gloire, mais poussée trop loin, elle crée sa propre faiblesse. Une autre raison récurrente, c'est la pression économique. Beaucoup d'empires s'appuient sur une source de richesse principale, comme l'argent d'Espagne ou l'agriculture de la Chine, sans diversifier ni investir dans des systèmes durables. Les guerres, les impôts excessifs, la corruption ou la dépendance à une seule ressource finissent par fragiliser l'économie. Même l'empire le plus riche ne peut survivre si sa richesse est mal gérée, gaspillée ou exploitée plus vite qu'elle ne se renouvelle. L'histoire montre qu'une mauvaise gestion financière peut être aussi fatale qu'une défaite militaire. La dégradation interne et la corruption reviennent aussi très souvent. Les dirigeants se coupent du peuple, les administrations deviennent inefficaces, et les élites se soucient plus de leurs intérêts personnels que du bien public. Rome tombe en partie parce que ses institutions politiques s'effondrent, les Ottomans déclinent à cause de gouverneurs corrompus, et l'Union soviétique s'enlise dans une bureaucratie paralysante. Quand un empire perd sa légitimité aux yeux de ses citoyens ou de ses responsables, son unité se fissure et la chute se rapproche. Les troubles sociaux et les inégalités jouent également un rôle majeur. Les empires dépendent de la loyauté de ceux qu'ils gouvernent. Si la population se sent opprimée, ignorée ou exploitée, la révolte n'est jamais loin. La Révolution française renverse la monarchie, les mouvements nationalistes affaiblissent la Grande-Bretagne et les soulèvements mettent en danger l'Empire russe. Les empires prospèrent quand ils mêlent autorité et sentiment de justice, ou du moins l'illusion de justice. Quand cet équilibre se brise, les tensions éclatent. Les pressions extérieures et la concurrence sont aussi des facteurs constants. Aucun empire ne vit isolé. Des rivaux, des envahisseurs ou de grands changements mondiaux peuvent remettre en cause sa domination. Rome affronte les tribus germaniques, la Chine doit faire face à des incursions nomades, et les États-Unis doivent composer avec de nouvelles puissances dans une économie mondialisée. Les pressions extérieures révèlent souvent les faiblesses internes et accélèrent le déclin. Enfin, les crises de succession et de leadership sont presque inévitables. Beaucoup d'empires se construisent grâce à des leaders forts et visionnaires, comme Gengis Khan, Napoléon ou Élisabeth Ier, mais vacillent dès que leurs successeurs manquent de stratégie, d'unité ou de légitimité. Un vide de pouvoir ou une mauvaise direction peut détruire en quelques années ce qui a mis des siècles à se construire. Ces facteurs ne se présentent presque jamais seuls. Ils se mêlent, les problèmes économiques alimentent les révoltes, la trop grande extension aggrave l'inefficacité, et les menaces extérieures profitent du chaos interne. Le cycle est implacable. Expansion, consolidation, apogée, puis déclin. Et pourtant, malgré la chute, l'influence des empires continue, dans la culture, la langue, les institutions ou les réseaux commerciaux, longtemps après avoir perdu le pouvoir politique. En comparant les empires de toute l'histoire, de Sumer aux États-Unis, on voit que la montée et la chute ne tiennent jamais au hasard. L'expansion sans bonne administration, la richesse sans durabilité, le pouvoir sans légitimité ou la force sans adaptation finissent toujours par s'effondrer. Les leçons restent les mêmes. Les empires réussissent quand ils innovent, gouvernent efficacement et savent évoluer. Ils échouent quand ils ignorent tous ces fondamentaux. Alors, la prochaine fois que tu entendras parler d'une grande puissance, pense à ces schémas. Expansion, économie, corruption, révolte, concurrence extérieure et leadership. Tout cela trace le destin d'un empire. L'histoire n'est pas aléatoire, elle est cyclique. Les empires s'élèvent, influencent le monde, puis finissent par tomber. Et dans ce cycle, on reconnaît à la fois l'inévitabilité du changement et les leçons durables qu'il nous laisse. 20. L'avenir des empires. Alors que nous arrivons au bout de notre voyage à travers l'ascension et la chute des empires, il est tentant de regarder en arrière et de voir l'histoire comme une suite d'événements séparés. Mais en prenant du recul, une image plus nette apparaît. Les empires, qu'ils soient anciens ou modernes, suivent des schémas façonnés par le pouvoir, la gouvernance, l'économie, la culture et l'ambition humaine. De Sumer et Rome à la Grande-Bretagne, à l'Union soviétique et aux États-Unis, le récit est étonnamment cohérent et rempli de leçons pour l'avenir. Une chose est sûre, le concept d'empire évolue. Les époques où l'on conquérait des terres lointaines avec des armées
sont en grande partie révolues, mais l'influence reste une forme essentielle de puissance. La domination économique, le rayonnement culturel, l'innovation technologique et les alliances stratégiques sont les nouveaux outils de l'Empire. Les États-Unis, la Chine et même les entreprises multinationales montrent que l'on peut exercer un contrôle sans frontières. L'influence passe par le commerce, la culture et les réseaux numériques. Les empires modernes agissent dans un monde globalisé et interconnecté, où les idées et les informations circulent plus vite que n'importe quelle armée. Et pourtant, les mêmes faiblesses persistent. La surextension, la mauvaise gestion économique, les divisions internes et la concurrence extérieure menacent toujours les puissances dominantes. Les nations d'aujourd'hui doivent affronter des défis différents, cybersécurité, changement climatique, pandémie mondiale, mais les principes de base restent les mêmes. Les empires prospèrent lorsqu'ils équilibrent ambition et durabilité, autorité et légitimité, innovation et adaptation. Ils échouent quand cet équilibre disparaît. L'histoire a une façon surprenante de se répéter, même sous une forme nouvelle. La technologie ajoute une dimension inédite. Contrairement aux empires du passé, les puissances actuelles peuvent influencer le monde instantanément, en façonnant économie, politique et cultures à distance. Le soft power, idées, médias, éducation, culture, peut parfois être plus puissant que les armées, rappelant les leçons du rayonnement culturel britannique ou de la diffusion des idées révolutionnaires françaises. L'influence n'est plus seulement territoriale, elle est diffuse, souvent invisible, mais tout aussi puissante. La mondialisation transforme aussi la dynamique impériale. Aucun pays ne peut agir seul. L'interdépendance économique, les crises environnementales et les institutions internationales créent des limites à toute puissance absolue. Le monde est devenu une toile d'influence plutôt qu'une mosaïque de territoires, et les empires modernes doivent s'adapter non seulement aux défis internes, mais aussi à un système mondial complexe. Ceux qui ne s'adaptent pas risquent de décliner, tout comme Rome ou l'Espagne l'ont fait il y a plusieurs siècles. Enfin, l'élément humain reste essentiel. Le leadership, la cohésion sociale, la légitimité et la confiance des citoyens déterminent si le pouvoir se maintient. La corruption, les inégalités et les tensions sociales peuvent fragiliser même l'État le plus avancé technologiquement. Les leçons de l'histoire sont claires. Les empires ne sont pas immortels. Et les forces qui ont renversé des dynasties et des nations autrefois existent encore aujourd'hui, simplement sous d'autres formes. Dans l'avenir, les empires seront peut-être définis moins par le territoire que par l'influence économique, culturelle, technologique et idéologique. Mais les schémas d'ascension et de déclin restent valables. L'histoire nous montre qu'il faut gérer le pouvoir avec sagesse, qu'une expansion sans gouvernance est fragile et que la légitimité et la capacité d'adaptation sont les vraies sources de longévité. L'histoire des empires, c'est l'histoire de l'ambition humaine, de l'innovation et des limites, un cycle qui continue de façonner notre monde. Alors, en clôturant cette exploration des empires d'hier et d'aujourd'hui, souvenons-nous que même si les outils changent, navires, armées, industrie ou cyberespace, les principes restent les mêmes. Les empires s'élèvent, transforment le monde, puis finissent-ils par décliner, et leurs leçons continuent d'éclairer longtemps après la fin de leur puissance. L'avenir des empires paraîtra différent, mais les grands cycles de l'histoire continueront de guider, d'avertir et d'inspirer celles et ceux qui cherchent à comprendre les forces qui façonnent notre monde. Les premiers empires, Sumer, Akkad et la naissance du pouvoir. Imagine vivre dans un monde sans ville, sans écriture, sans roi ni armée, juste de petits villages dispersés le long des rivières. La vie est simple, mais fragile. Une seule mauvaise inondation, une attaque d'une tribu voisine, et tout ton village peut disparaître. Maintenant, imagine quelqu'un qui se dit « Et si on construisait des murs autour de notre village, qu'on se donnait des règles, et qu'on rassemblait la nourriture de tout le monde pour mieux nous protéger ?» Cette idée toute simple, organiser les gens et les ressources à une plus grande échelle, c'est le début de l'histoire des premiers empires. Bienvenue à Sumer et Akkad, les berceaux du pouvoir organisé. Sumer, dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Irak, est l'endroit où la civilisation humaine a vraiment commencé à montrer de quoi elle était capable. Il y a environ 5500 ans, les gens ont commencé à bâtir des cités-États comme Ur, Uruk et Eridu. Ce n'étaient pas juste des groupes de maisons, c'étaient des centres animés avec des temples, des marchés, des ateliers et des bureaux administratifs. Les Sumériens ont inventé quelque chose de révolutionnaire,
une écriture appelée le cunéiforme, qui leur permettait de noter les échanges, les lois et même des histoires. D'un coup, le savoir ne restait plus coincé dans la mémoire de quelqu'un. Il pouvait être gardé, transmis et partagé d'une génération à l'autre. C'était le premier vrai pas vers la construction d'un empire, contrôlé grâce à l'information. Mais les cités-États, seules, ne sont pas des empires. Il fallait qu'elles dépassent leurs propres murs, et c'est là qu'Akkad entre en scène. Sargon d'Akkad, l'un des tout premiers conquérants de l'histoire, a uni les cités sumériennes sous une seule autorité. Imagine le défi, des villes différentes, chacune avec ses traditions, ses dirigeants et parfois ses rivalités, qui doivent soudain obéir à un seul chef. L'empire de Sargon n'était pas seulement une affaire de conquête, c'était aussi une affaire d'organisation. On construisait des routes, on envoyait des messages sur de longues distances, et des gouverneurs surveillaient les villes pour faire respecter la loi. C'était chaotique, compliqué, souvent violent, mais ça marchait. Pour la première fois, les humains ne vivaient plus seulement dans de petits villages ou des cités-États, ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui pouvait exercer son pouvoir sur une vaste région. Ce qui est intéressant avec ces premiers empires, c'est à quel point ils dépendaient des ressources. La Mésopotamie, cette terre entre le Tigre et l'Euphrate, était fertile mais imprévisible. Les inondations pouvaient tout détruire et les systèmes d'irrigation demandaient un entretien constant. Les dirigeants devaient donc être à la fois guerriers, ingénieurs, organisateurs et négociateurs. Ils devaient convaincre les paysans de fournir du travail et de la nourriture, gérer le commerce avec des régions lointaines et même régler les conflits entre leurs propres habitants. Diriger un empire, ce n'était pas seulement avoir une armée, il fallait garder tout le système en marche jour après jour. Et quand il se grippait, la rébellion ou l'effondrement n'étaient jamais loin. L'essor de Sumer et d'Akkad a aussi apporté l'idée que le pouvoir devait être légitime sur les plans social et culturel. Les chefs n'étaient pas au sommet juste parce qu'ils étaient forts. Ils étaient vus comme choisis ou reconnus par leurs dieux et leurs institutions. Les temples n'étaient pas que des lieux religieux. Ils étaient de vrais centres économiques, où l'on stockait les surplus de nourriture et les richesses qui servaient à soutenir les armées et les administrateurs. La religion et le pouvoir se sont alors mêlés d'une manière qui a influencé les empires pendant des millénaires. Même aujourd'hui, on en voit encore des traces. Beaucoup de dirigeants utilisent des idées, la religion ou le nationalisme pour unir leur population et justifier leur autorité. Mais ne rêvons pas, la vie dans ces premiers empires pouvait être brutale. Les guerres étaient fréquentes, les révoltes aussi. Des villes pouvaient tout connaître la gloire puis tomber dans l'oubli selon les choix de leurs dirigeants, la réussite des récoltes ou la menace d'ennemis extérieurs. Pourtant, les leçons apprises dans ces tout premiers empires ont été cruciales. Ils ont montré aux humains comment s'organiser à une échelle jamais vue, comment utiliser l'écriture pour garder le contrôle et comment lier religion, administration et armée dans un système capable de durer au moins un certain temps. C'est passionnant de voir comment ces premiers empires ont établi des schémas que l'on retrouvera encore et encore. La tension entre le pouvoir central et les autorités locales, la difficulté de gérer les ressources et le risque constant d'être trop ambitieux, tout cela existait déjà à Sumer et Akkad. Plus tard, des empires comme celui de Rome ou de la Perse connaîtront les mêmes défis, mais à une échelle beaucoup plus grande. Et rappelle-toi, noter les informations, établir des lois, construire des infrastructures, ce n'est pas juste de l'histoire ancienne. Ce sont les bases qui permettent à un empire de durer, et les raisons pour lesquelles il finit par s'écrouler. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un empire, ce n'est pas seulement conquérir, c'est créer un système. L'empire d'Akkad n'a pas duré pour toujours, mais il a donné aux humains un modèle pour organiser des sociétés complexes. Les routes, la gouvernance, la communication, la loi, tout a commencé ici, et tous les empires suivants ont repris ces idées, d'une manière ou d'une autre. Même quand un empire tombe, ces innovations continuent d'influencer le monde pendant des centaines, parfois des milliers d'années. Alors, quand tu penses aux grands empires comme Rome, les Ottomans ou même les superpuissances modernes, tu peux remonter leur héritage jusqu'à ces anciennes cités. Les premiers empires nous rappellent que l'ambition humaine est immense, mais qu'elle exige beaucoup pour survivre. Le pouvoir ne se gagne pas seulement, il doit être géré, maintenu et justifié. Et voilà, en quelques mots, l'histoire de Sumer, d'Akkad et de la naissance du pouvoir organisé. Une histoire qui résonne à travers les siècles, depuis les premières villes jusqu'aux plus grands empires que le monde ait connus. Ensuite,
Nous verrons comment ces premières idées du pouvoir ont évolué dans des civilisations comme l'Égypte, où la stabilité et la religion ont créé un empire qui a duré des milliers d'années. Mais ça, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, souviens-toi de la leçon de Sumer et Akkad. L'ambition fait naître les empires, mais la gestion, les ressources et la légitimité les gardent en vie, ou préparent la guerre leur chute. Égypte. La stabilité par la divinité. Ferme les yeux un instant, et imagine-toi sur les rives du Nil. Il y a des milliers d'années. Le soleil se lève au-dessus d'étendues infinies de verre et d'or, des paysans s'occupent de leur culture, et le fleuve s'écoule tranquillement, presque comme le battement de cœur de la civilisation qu'il nourrit. Contrairement aux crues chaotiques de la Mésopotamie, le Nil est stable, fiable et source de vie. Pas étonnant que les anciens Égyptiens le vénéraient, ils décidaient de tout, quand planter, quand récolter, et finalement comment survivre. Ce rythme, cette stabilité, est au cœur de la manière dont l'Égypte est devenue l'un des premiers empires durables au monde. Ce qui est fascinant avec l'Égypte, c'est la façon dont elle a combiné géographie, idéologie et leadership dans un système capable de durer pendant des millénaires. À la différence de Sumer ou d'Akkad, où les cités-États se faisaient souvent la guerre, le Nil servait de force unificatrice naturelle. Le fleuve était comme une grande route reliant villes et villages, facilitant le commerce et les échanges. Au-delà de la logistique, les Égyptiens croyaient que la régularité du Nil reflétait l'ordre du monde, et que cet ordre se retrouvait dans leurs rois, les pharaons, considérés comme l'autorité centrale chargée de maintenir l'équilibre. Cette idée, reliant le pouvoir politique à une vision plus large de l'ordre, a donné à l'État égyptien une stabilité presque inégalée dans le monde antique. Le pharaon n'était pas seulement un dirigeant politique, il, ou parfois elle, était le garant de la Ma'at, le concept de vérité, d'équilibre et d'harmonie. Si le Nil débordait comme il fallait et que les récoltes étaient bonnes, c'était la preuve que le pharaon gouvernait bien. Si un malheur arrivait, on pouvait y voir un signe que ses décisions devaient changer. Cela créait un système puissant. Le chef possédait une immense autorité, mais elle allait de pair avec une grande responsabilité. Le gouvernement et les normes culturelles étaient étroitement liés, et cette combinaison donnait à l'Égypte une cohésion interne incroyable. Les gens n'obéissaient pas seulement à un roi, ils savaient que leur vie dépendait d'un système stable et bien organisé. Économiquement, l'Égypte prospérait grâce à sa capacité à gérer efficacement ses ressources. Le Nil rendait l'agriculture prévisible, et l'État organisait la main-d'œuvre pour entretenir les canaux, remplir les greniers et construire d'immenses monuments. Contrairement à des empires fondés uniquement sur la conquête, l'Égypte s'appuyait sur l'administration, la planification et l'organisation sociale. Les paysans, les scribes, les artisans et les soldats avaient tous un rôle essentiel pour assurer la stabilité de l'empire. Résultat, des villes comme Memphis et Thèbes devinrent des centres de culture, de religion et de commerce, et les monuments colossaux comme les pyramides reflétaient la puissance et l'ingéniosité de l'empire. Mais la stabilité ne signifie pas qu'il n'y eut aucun défi. L'Égypte a connu des invasions, des révoltes internes et des périodes de faiblesse au sommet. Pourtant, la structure du pays lui a permis de se relever d'une manière que beaucoup d'autres empires précoces ne pouvaient pas. Les pharaons s'appuyèrent sur un système administratif solide, et la croyance profonde dans l'ordre et la loi renforçait la loyauté. Même durant les moments de fragmentation politique, la base de l'empire, son administration, ses institutions et son lien avec le Nil, permettaient à l'Égypte de tenir. C'est un exemple fascinant d'un empire capable de survivre, non pas seulement grâce à la force militaire, mais aussi grâce à la culture, à la stratégie et à l'organisation. Un autre aspect intéressant est l'influence durable de l'Égypte sur les empires futurs. Leur modèle d'autorité centrale, liant le dirigeant à une idéologie ou à une cohésion sociale, s'est répété à travers l'histoire, de Rome, reprenant certains symboles égyptiens, à des souverains plus tardifs, revendiquant leur légitimité par un système d'ordre. Les Égyptiens avaient ainsi compris une chose essentielle. Pour garder le pouvoir pendant des siècles, un empire a besoin de plus que des soldats. Il a besoin de légitimité, d'une croyance partagée dans l'ordre et d'un sentiment de stabilité que tout le monde intègre. C'est pour cela que l'Égypte a duré si longtemps. Elle avait maîtrisé non seulement le gouvernement, mais aussi l'art de faire paraître ce gouvernement naturel et durable. Bien sûr, aucun empire ne dure éternellement. Malgré des milliers d'années d'une continuité incroyable, l'Égypte a fini par faire face à des pressions trop fortes. Invasions étrangères, changements économiques,
dirigeants moins solides. Tout cela a peu à peu affaibli le pays. Mais même lorsque le pouvoir politique s'est effondré, l'influence culturelle de l'Égypte, elle, a continué. Ses monuments, son art, ses idées ont inspiré les civilisations pendant des siècles. D'une certaine manière, l'endurance de l'Égypte ne résidait pas seulement dans son existence politique, mais dans l'empreinte profonde qu'elle a laissée sur le monde. Quand on observe l'Égypte dans l'histoire des premiers empires, elle nous enseigne l'importance de la stabilité. Les premiers États, comme Sumer et Akkad, ont prouvé que les humains pouvaient organiser de grands groupes et contrôler des territoires. Mais l'Égypte a montré que lier le pouvoir à la culture, aux normes sociales et à des systèmes prévisibles pouvait permettre à une civilisation de prospérer pendant des millénaires. Il ne s'agissait pas seulement de conquérir ou d'accumuler des richesses, il s'agissait de créer un écosystème social, économique et organisationnel capable de survivre même lorsque le dirigeant changeait ou que des crises éclataient. Ainsi, quand on pense à l'ascension et à la chute des empires, l'Égypte nous rappelle que la stabilité peut être aussi puissante que l'expansion. Les pharaons n'ont pas seulement construit des pyramides, ils ont construit un système qui donnait aux gens un sentiment d'ordre, de rôle à jouer et de lien avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Cette combinaison de géographie, de gouvernance et d'organisation a rendu l'Égypte incroyablement résistante, et ses leçons continuent de résonner aujourd'hui. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous découvrirons l'Empire perse, où la tolérance, l'administration et le commerce ont créé un autre type de puissance, un pouvoir fondé sur la gestion de la diversité et la connexion de vastes régions. Mais pour l'instant, gardons en tête l'Égypte, une civilisation qui a transformé un fleuve prévisible en source de vie pour un empire, et qui a fait de la gouvernance une force de stabilité absolue. C'est l'exemple parfait d'un empire qui s'est élevé non pas uniquement par la conquête, mais grâce à l'ordre, à la culture et à l'organisation. L'Empire perse, tolérance et administration. Imagine un empire tellement vaste qu'il s'étendrait des montagnes de l'actuelle Turquie jusqu'aux plaines de l'Inde. Des milliers de kilomètres, des centaines de peuples, de langues et de cultures, tous sous un seul dirigeant. Ça paraît impossible, non? Pourtant, c'est exactement ce que l'Empire perse a réussi à faire sous des chefs comme Cyrus le Grand et Darius. Et leur secret ne reposait pas seulement sur des armées, mais sur l'administration, la tolérance, et une manière presque révolutionnaire de gouverner qui permettait aux gens de rester loyaux, même s'ils étaient très différents les uns des autres. Cyrus le Grand, qui a fondé l'Empire au XVIe siècle avant notre ère, avait compris quelque chose que la plupart des conquérants ignoraient. On ne peut pas gouverner pour toujours par la peur. Au lieu de détruire les villes ou d'imposer sa propre culture, il laissait les coutumes, religions et lois locales continuer d'exister. Si une ville avait un temple, il le laissait debout. Si un peuple avait un roi ou un gouverneur local, il le gardait souvent en place, tant qu'il reconnaissait son autorité. Imaginez, des millions de personnes qui se retrouvaient soudain sous une domination étrangère, et beaucoup l'ont pourtant accepté, parce qu'on ne leur demandait pas d'abandonner qui ils étaient. Cette idée, la tolérance comme outil politique, était révolutionnaire. Grâce à elle, l'Empire perse a pu s'étendre plus vite et plus paisiblement que la plupart de ses rivaux. Mais la tolérance ne suffisait pas. Pour diriger un territoire aussi immense, les Perses avaient-ils besoin d'un système administratif très organisé. Darius, qui a régné un peu plus tard, a divisé l'Empire en provinces appelées satrapies, chacune gouvernée par un satrape. Ces gouverneurs devaient collecter les impôts, maintenir l'ordre et informer le pouvoir central. Des routes et des réseaux de communication ont été construits pour relier l'Empire, permettant aux messages de circuler étonnamment vite pour l'époque. C'est incroyable de penser à quel point le système était efficace. Des messagers pouvaient dire parcourir des centaines de kilomètres sur la route royale, et l'information circulait assez rapidement pour empêcher les révoltes ou l'effondrement économique. L'administration et les infrastructures étaient tout aussi essentielles que les armées pour maintenir l'Empire uni. L'un des aspects les plus fascinants de l'Empire perse était son approche du droit. Darius a établi des règles qui s'appliquaient dans différentes régions, tout en laissant les coutumes locales continuer. C'était un équilibre délicat, une autorité centrale sans écraser l'identité de chacun. Cette méthode a créé loyauté et stabilité. Les habitants n'avaient pas à choisir entre leur identité et leur appartenance à l'Empire. Ils pouvaient garder les deux. Et très peu d'empires ont réussi une telle prouesse à si grande échelle. Ce n'était pas seulement de la force brute, c'était une gestion intelligente de la diversité humaine. Bien sûr, les Perses restèrent les conquérants. Ils ont mené des guerres, élargi leur territoire,
et parfois réprimer des rébellions. Mais la force de leur système faisait que ces révoltes restaient limitées, et souvent de courte durée. Contrairement aux empires qui gouvernaient uniquement par la peur, la Perse avait créé un modèle où les gens avaient intérêt à coopérer. Les tribus étaient prélevées, oui, mais souvent de manière équitable, et les infrastructures, routes, canaux et même un système postal, profitaient aussi à la population. L'Empire avait créé une forme d'interdépendance. L'État était puissant, mais il facilitait aussi la vie des gens, ce qui renforçait leur loyauté. La religion jouait aussi un rôle intéressant. Les Perses suivaient le zoroastrisme, mais ils ne l'imposaient presque jamais au peuple conquis. Les temples continuaient de fonctionner, les traditions locales restaient vivantes. Et le respect des croyances des autres faisait partie de leur stratégie politique. Ce respect n'était pas seulement moral, il était pratique. Gérer un empire multiculturel demande plus que des soldats. Il faut de l'empathie, de la psychologie et de la stratégie. Et la Perse l'avait compris bien avant la plupart des autres empires. Pourtant, malgré toute cette intelligence politique, l'empire perse a fini par tomber. Le pouvoir ne tient que tant que les dirigeants sont compétents et que l'administration reste efficace. Les souverains suivants ont commis des erreurs, les révoltes ont été plus difficiles à maîtriser et finalement, Alexandre le Grand est arrivé de l'Ouest avec une armée qui a tout changé. La structure de l'empire était brillante, mais elle n'a pas résisté à une pression extérieure constante, combinée à des faiblesses internes. C'est un thème récurrent. Même l'empire le mieux organisé peut s'effondrer si le leadership faiblit ou si le monde extérieur se transforme trop vite. Avec du recul, la Perse nous enseigne quelque chose d'important sur la montée et la chute des empires. La force militaire compte, mais la capacité à gérer la diversité, à entretenir les infrastructures et à obtenir la loyauté grâce à la justice et à la tolérance peut être encore plus puissante. Un empire qui gouverne uniquement par l'oppression peut conquérir vite, mais il ne dure jamais très longtemps. Un empire qui dirige avec sagesse, en équilibrant autorité centrale et autonomie locale, peut prospérer pendant des siècles. Mais même dans ce cas, il n'est jamais à l'abri de la chute. Le cycle continue. Alors, quand nous avancerons dans notre histoire vers des empires comme la Grèce et Rome, n'oublions pas les leçons de la Perse. La conquête ne suffit pas à faire un empire. La gouvernance, la tolérance et l'administration peuvent en être les moteurs cachés. Et pourtant, malgré toute l'intelligence et l'organisation du monde, l'histoire prouve que rien ne dure éternellement. La Perse s'est élevée brillamment, a montré comment gérer le pouvoir avec intelligence, puis a passé le flambeau à de nouveaux acteurs sur la grande scène de l'histoire. Ensuite, nous verrons la Grèce, une civilisation réputée pour sa créativité, sa philosophie et ses querelles politiques incessantes. La Grèce n'a peut-être pas duré longtemps comme empire unifié, mais ses idées ont influencé bien au-delà de ses frontières, durant des générations. Mais pour l'instant, retenons la Perse, une leçon sur l'art de gouverner avec sagesse, d'accepter la différence et d'organiser la société humaine à une échelle jamais vue jusqu'alors. L'Empire romain, l'ordre, l'ingénierie et l'expansion. Ferme les yeux et imagine une ville pleine de vie, des soldats qui marchent au pas, des marchands qui crient leur prix sur le forum, des aqueducs qui transportent l'eau dans toute la cité, et des routes qui s'étendent dans toutes les directions, reliant les villes, les provinces et des terres lointaines. Voilà Rome à son apogée, une civilisation qui ne se contentait pas de conquérir des territoires, mais qui construisait des systèmes pour les contrôler, les organiser et les faire vivre. L'Empire romain, ce n'était pas seulement des armées ou des frontières, c'était l'ordre, l'ingénierie et l'expansion à un niveau que le monde n'avait jamais connu auparavant. À l'origine, Rome n'était qu'une petite ville au bord du Tibre, mais ce qui la rendait vraiment extraordinaire n'était pas seulement son ambition, c'était son sens pratique. Les Romains étaient obsédés par la structure, la loi et l'organisation. Ils savaient que conquérir une terre était une chose, mais la garder en était une autre. Ils ont développé un réseau complexe de routes pour déplacer les armées rapidement, des aqueducs pour alimenter les villes en eau et des forts pour garder la main sur les régions éloignées. L'infrastructure n'était pas juste un confort, c'était du pouvoir. Les routes romaines permettaient aux généraux de réagir vite aux révoltes avant qu'elles ne deviennent dangereuses, et les routes commerciales faisaient tourner l'économie. Cette capacité à maintenir l'ordre explique en partie pourquoi Rome a pu s'étendre beaucoup plus loin que les empires précédents. Bien sûr, la puissance militaire restait essentielle. Les légions romaines étaient très bien entraînées, disciplinées et capables de s'adapter.
Contrairement aux hoplites grecs, qui combattaient surtout en formation serrée dans leurs cités, les soldats romains savaient se battre de différentes manières, mener des sièges et faire de longues campagnes sur des terrains variés. Mais le vrai génie de Rome ne résidait pas seulement dans le combat, c'était sa manière de combiner conquête militaire et administration. Lorsqu'un territoire était conquis, les Romains accordaient souvent la citoyenneté, intégraient les élites locales et laissaient une certaine autonomie au peuple vaincu. Cette stratégie d'inclusion réduisait les révoltes et créait de la loyauté dans des populations très diverses. C'était une façon d'étendre l'empire qui mélangeait force et pragmatisme. La loi et le gouvernement étaient au cœur de la réussite romaine. Les Romains ont créé des lois applicables dans tout l'empire, donnant un sentiment de justice et de stabilité. Les coutumes locales étaient souvent respectées, mais des règles communes assuraient l'unité. Imagine un marchand en Gaule ou en Hispanie. Il pouvait compter sur l'application des contrats, sur l'entretien des routes et sur le commerce protégé par la loi romaine. Le gouvernement était aussi un outil de domination que l'armée. Une vraie bureaucratie, avec des gouverneurs, des collecteurs d'impôts et des administrateurs, faisait fonctionner l'empire efficacement pendant des siècles. La culture et l'identité jouaient aussi un rôle important. Rome adoptait des idées venues de civilisations conquises, surtout de la Grèce, mais elle diffusait aussi sa propre culture, son architecture et sa langue. Le latin devenait le lien administratif et culturel de l'empire, tandis que l'ingénierie, l'art et l'architecture romains exprimaient la puissance et le raffinement. Les temples, amphithéâtres et aqueducs n'étaient pas seulement utiles. Ils rappelaient partout la présence, la stabilité et la force de Rome. L'Empire avait compris que le pouvoir, c'est autant une question d'image que de contrôle. Mais même le plus grand des empires a ses limites. L'expansion romaine a créé d'immenses défis. Défendre des frontières longues de milliers de kilomètres, gérer des peuples très différents et soutenir une administration toujours plus complexe. La politique interne était souvent impitoyable. Corruption, rivalité pour le pouvoir et guerre civile affaiblissaient l'état de l'intérieur. Le succès même de Rome, son territoire immense et sa richesse, la rendait de plus en plus difficile à gouverner. Les ressources s'épuisaient et ce qui fonctionnait pour une cité d'Italie n'était pas toujours adapté aux confins de la Bretagne ou au désert d'Afrique du Nord. Cette combinaison d'expansion, d'ordre et d'infrastructures rendait Rome incroyablement solide, mais aussi fragile à l'excès. La chute de l'Empire n'a pas été soudaine. C'était un lent effritement. Les difficultés économiques, l'instabilité politique et les invasions venues de l'extérieur, notamment celles des peuples germaniques, en ont peu à peu détruit les bases. Pourtant, l'histoire de Rome ne s'arrête pas à sa disparition. Ses lois, ses routes, son architecture et son influence culturelle ont survécu à la fin de son pouvoir politique. Aujourd'hui encore, nos systèmes modernes de gouvernance, d'ingénierie et de droit portent la marque de l'ordre et de l'organisation romain. Rome nous enseigne une chose essentielle sur les empires. Le pouvoir ne repose pas seulement sur la conquête. Pour durer, il faut des infrastructures, une bonne administration et l'intégration des peuples conquis. La force militaire ouvre la porte, mais ce sont le gouvernement, la loi et la culture qui la maintiennent ouverte. Rome montre aussi le revers du succès. Plus un empire devient vaste et organisé, plus il est difficile à gérer. Dans l'histoire, ce cycle, montée, expansion, puis pression croissante, se répète encore et encore. Quand nous avancerons vers la chute de Rome, nous verrons comment la pression économique, la corruption interne et les invasions extérieures ont démantelé l'un des empires les plus sophistiqués que le monde ait connu. Mais pour l'instant, garde en tête Rome à son sommet. Une civilisation qui a maîtrisé l'organisation, l'ingénierie et l'expansion et montré comment un empire peut devenir extraordinairement puissant, pas seulement grâce à ses armées, mais grâce à des systèmes capables de faire fonctionner d'immenses territoires comme une seule entité cohérente. 7. La chute de Rome, une décomposition venue de l'intérieur. Imagine que tu te trouves à Rome pendant ces derniers jours en tant que grande puissance. Les rues restent impressionnantes, les forums sont encore animés, mais sous la surface, des fissures apparaissent partout. L'Empire, qui s'étendait autrefois de la Bretagne jusqu'au Moyen-Orient, a du mal à rester uni, et les mêmes systèmes qui avaient reconstruit sa puissance contribuent maintenant à sa chute. La fin de Rome n'a pas été un seul événement spectaculaire, mais un long effondrement progressif, causé par une lente décomposition interne. L'un des premiers signes de trouble fut l'instabilité politique. Pendant des décennies,
Les empereurs se succédaient d'un rythme effréné. Certains étaient de compétents et visionnaires, mais beaucoup étaient de corrompus, sans réelle ambition, ou simplement manipulés par de puissants généraux. Les guerres civiles devinrent fréquentes et les loyautés changeaient sans cesse. Parfois, des factions rivales se battaient même au cœur de Rome, affaiblissant l'autorité centrale et détournant l'attention des véritables menaces aux frontières. Quand la direction au sommet vacille, tout le système s'effondre petit à petit. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans l'Empire romain tardif. Les difficultés économiques ont elles aussi joué un rôle majeur. Maintenir un immense empire coûte très cher. Les légions, les routes, les aqueducs et l'administration demandaient des sommes énormes, et les revenus de Rome ne suivaient plus toujours. Les impôts pesaient lourd sur les citoyens et les agriculteurs, et les inégalités se creusaient. Les petits fermiers s'étaient souvent forcés d'abandonner leurs terres, tandis que les riches accumulaient les ressources. L'inflation et la dépendance aux importations affaiblissaient encore davantage l'économie. Quand le moteur de la richesse d'un empire se grippe, tout le reste, armée, infrastructure, morale publique, souffre avec lui. Un autre problème fut la surextension. Les frontières de Rome étaient immenses, traversant des terrains et climats très variés. Les protégés exigeaient d'énormes armées et une vigilance constante. Mais plus l'empire s'étendait, plus il devenait difficile de gérer la logistique, la communication et les déplacements des troupes. Les gouverneurs locaux et les généraux gagnaient en pouvoir et agissaient parfois de leur côté, ce qui compliquait la défense coordonnée. La surextension signifiait qu'une menace sur une frontière pouvait rapidement devenir catastrophique ailleurs. L'empire restait puissant, mais sa taille même le rendait vulnérable. La décadence sociale a joué aussi, de façon plus discrète. La fierté civique et le sens du devoir public, qui avaient fait la force de Rome pendant des siècles, commencèrent à s'effriter. Les citoyens se sentaient de moins en moins responsables du sort de l'Empire, et leur loyauté se tournait vers des chefs locaux ou des intérêts personnels. L'ancien esprit collectif, qui avait soutenu les armées, les travaux publics et le système légal, se décomposait peu à peu. Cela facilita la corruption et laissa les problèmes internes grandir sans être réglés. Bien sûr, les pressions extérieures ont accéléré le déclin. Les tribus germaniques, les Huns et d'autres peuples poussaient sur les frontières romaines, sentant la faiblesse. Ce qui aurait été gérable à l'époque de la grandeur de Rome devint écrasant dans un empire affaibli. Les défaites militaires, combinées à l'instabilité interne, créèrent un cercle vicieux. Les revers à l'extérieur alimentèrent les crises politiques à l'intérieur, et ces crises rendaient encore plus difficile la défense de l'Empire. Même les légions romaines, autrefois invincibles, peinaient désormais à protéger un État en ruine. Pourtant, il est important de se rappeler que Rome ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. L'Empire romain d'Occident a pris fin officiellement en 476 de notre ère, mais l'Empire romain d'Orient, que l'on appelle souvent Byzance, a survécu pendant presque 1000 ans de plus. Cela montre bien que les empires déclinent souvent peu à peu, parfois en ne laissant derrière eux que des fragments bien vivants, alors que leur âge d'or est terminé. L'héritage de Rome n'a pas disparu avec sa chute. Ses lois, ses infrastructures, sa langue et sa culture ont continué de marquer l'Europe et la Méditerranée pendant des siècles. La chute de Rome nous donne une leçon essentielle sur le fonctionnement des empires. La force militaire et les conquêtes peuvent bâtir un empire rapidement, mais le maintenir exige un leadership stable, une économie saine, une société unie et une capacité d'adaptation. Si ces éléments se fragilisent, même le plus grand empire peut s'effondrer. Rome illustre parfaitement comment une décomposition interne, chaos politique, problèmes économiques, perte d'engagement social peut être aussi fatale que n'importe quelle invasion étrangère. Quand nous observerons plus tard d'autres empires, comme les Ottomans, les Britanniques ou même les superpuissances modernes, nous verrons les mêmes schémas. Surextension, divisions internes, mauvaise gestion économique et échec de leadership. Ces thèmes reviennent sans cesse dans l'histoire. Rome nous offre simplement l'un des exemples les plus clairs de ces forces en action. Alors, en réfléchissant à la chute de Rome, souviens-toi de ceci. La fin n'a pas été dramatique comme dans les films. Il n'y a pas eu de bataille unique mettant l'Empire à terre en une nuit. C'était plutôt une lente érosion, une perte progressive des systèmes et des valeurs qui avaient en effet sa grandeur. Et même si l'Empire est tombé politiquement, son héritage a perduré, influençant encore aujourd'hui le droit, la gouvernance et la culture.
Ensuite, nous découvrirons l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, qui a survécu pendant des siècles après la chute de Rome. Byzance nous montre comment l'adaptation et la résilience peuvent permettre à une civilisation de durer, même quand l'ancien empire s'est effondré. Mais pour l'instant, souviens-toi de Rome, un exemple de la façon dont une décomposition interne peut peu à peu démanteler même les plus grandes puissances. 8. L'Empire byzantin, survivre en s'adaptant. Imagine une ville au dôme étincelant et au marché animé, perchée à la frontière de l'Europe et de l'Asie, reliant deux continents. C'est Constantinople, le cœur de l'Empire byzantin, une civilisation née des cendres de la chute de Rome et qui a réussi à survivre pendant presque 1000 ans après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Byzance nous montre que, même si les empires peuvent s'effondrer, l'adaptation, la stratégie et la résilience peuvent prolonger leur existence bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Quand l'Empire romain d'Occident est tombé en l'an 476 de notre ère, beaucoup ont pensé que le monde romain touchait définitivement à sa fin. Les villes allaient s'abandonner, les routes se détériorer et le savoir disparaître. Mais à l'Est, la situation était différente. L'Empire romain d'Orient, plus tard appelé l'Empire byzantin, a conservé les systèmes administratifs, les lois et l'armée de Rome. L'empereur de Constantinople dirigeait une bureaucratie très organisée et contrôlait un vaste territoire comprenant l'actuelle Turquie, la Grèce, les Balkans et une partie du Moyen-Orient. Contrairement à Rome, Byzance a survécu parce qu'elle a su s'adapter aux changements politiques, militaires et économiques. L'une des clés de sa survie a été sa capacité à s'adapter sur le plan diplomatique. L'Empire était entouré de puissants voisins, Perses, Arabes, Slaves et plus tard, Ottomans. Au lieu de compter uniquement sur la conquête militaire, les Byzantins ont souvent utilisé la diplomatie, les alliances matrimoniales et le paiement de tribut pour gérer les menaces. Ils étaient passés maîtres dans l'art de la négociation et de la stratégie rusée. Parfois, éviter une guerre était plus efficace que de la mener, et cette approche pragmatique leur a permis de tenir bon, alors que d'autres empires auraient été balayés. La religion a aussi été un pilier essentiel de stabilité. Le christianisme, adopté sous l'empereur Constantin, est devenu l'idéologie centrale de l'Empire. L'empereur byzantin n'était pas seulement un dirigeant politique, il était aussi le protecteur de l'Église orthodoxe. Ce lien renforçait la légitimité du pouvoir et unifiait une population très diverse. Les temples, les églises et les cérémonies religieuses n'étaient maintenant pas seulement spirituelles, ils soutenaient aussi l'autorité de l'État. Les citoyens comprenaient que leur bien-être dépendait à la fois de l'empereur et de l'ordre divin, un peu comme dans l'Égypte antique, mais cette fois avec une idéologie chrétienne bien organisée. L'économie et le commerce ont également joué un rôle majeur dans la solidité de Byzance. Située sur le Bosphore, Constantinople était un carrefour entre l'Europe et l'Asie, et l'Empire a pleinement profité de cette position. Les routes, les ports et les marchés favorisèrent le commerce de la soie, du blé et d'autres produits. Même sous pression militaire, l'infrastructure économique permettait de financer les armées, payer les fonctionnaires et maintenir la vie urbaine. La richesse n'était pas seulement accumulée, elle était gérée intelligemment pour assurer la survie à long terme de l'Empire. L'Empire byzantin a aussi fait évoluer son armée. Plutôt que de dépendre uniquement de grandes forces comme Rome autrefois, Byzance a mis en place des unités spécialisées et des stratégies défensives efficaces. Le célèbre feu grégoire, une sorte de lance-flamme avant l'heure, servait à protéger Constantinople des attaques navales. Des fortifications et des réseaux d'espionnage permettèrent de surveiller les ennemis et de réagir rapidement. Pour Byzance, survivre ne signifiait pas forcément conquérir, mais protéger ce qu'elle possédait déjà avec intelligence et efficacité. Bien sûr, Byzance a aussi connu des difficultés, des territoires ont été perdus, des empereurs renversés et des invasions ont souvent menacé son existence. Mais la longévité de l'Empire nous rappelle une vérité essentielle. L'adaptabilité peut être plus importante que la force brute. Au fil des siècles, Byzance a réformé son armée, ajusté ses stratégies et transformé sa bureaucratie, ce qui lui a permis de durer bien plus longtemps que l'Empire romain d'Occident. L'histoire byzantine met aussi en lumière un autre élément clé d'un empire, la préservation de la culture et du savoir. Pendant que l'Europe de l'Ouest traversait ce que l'on appelle le Moyen Âge sombre, Byzance a conservé des bibliothèques, des écoles et des travaux d'érudits, protégeant ainsi le droit romain, la philosophie grecque et les connaissances scientifiques.
Cette résilience intellectuelle a permis à Byzance non seulement de survivre militairement et politiquement, mais aussi d'influencer les générations futures, notamment lors de la Renaissance en Europe occidentale. La chute de Constantinople en l'an 1453 de notre ère a finalement marqué la fin de l'Empire byzantin, mais son héritage a perduré. L'Empire montre que, même si la puissance militaire et la richesse comptent, la survie sur des siècles dépend souvent de la flexibilité, de la diplomatie, de la culture et d'une bonne gouvernance. Byzance nous prouve qu'un empire peut affronter des crises, s'adapter aux changements permanents et laisser une trace durable dans le monde, même entouré d'ennemis. Alors, en repensant à l'Empire byzantin, souvenons-nous de ceci. La résilience est une forme de puissance. L'adaptation, l'intelligence, la culture et la stratégie peuvent permettre à un empire de durer bien plus longtemps que la force pure ou la conquête. Et quand nous passerons aux califats islamiques, nous découvrirons un autre empire qui a su combiner expansion, administration et influence culturelle d'une façon qui reflète les leçons de Rome et de Byzance. Les empires chinois, cycle du ciel et du déclin. Imagine un immense paysage rempli de rivières, de montagnes et de plaines fertiles, où des paysans cultivent le riz, des marchands voyagent sur des routes animées et des villes vibrent d'activité. Voilà la Chine ancienne, une civilisation marquée par la continuité, la culture et des cycles de montée et de chute qui se sont répétés pendant des milliers d'années. Contrairement à beaucoup d'empires qui ont grandi vite avant de s'effondrer, la Chine a connu de longues périodes de stabilité interrompues par des changements de dynastie, chaque transition étant souvent expliquée par le concept du « mandat du ciel ». Le mandat du ciel est une idée fascinante. Ce n'était pas seulement politique, c'était profondément moral et spirituel. En gros, une dynastie pouvait gouverner seulement si elle dirigeait de manière juste et efficace. Si la corruption apparaissait, si des catastrophes naturelles ou des révoltes éclataient, on considérait que le ciel avait retiré son soutien, ce qui donnait une justification à la rébellion et à la montée d'une nouvelle dynastie. Ce cycle, ordre, déclin, chute et renouveau, s'est répété pendant des millénaires, des dynasties Shang et Zhou jusqu'aux dynasties Ming et Qing. Les Chinois y voyaient une sorte de loi naturelle, presque cosmique, pour comprendre les changements politiques. Les premiers empires chinois, comme les dynasties Qin et Han, montrent la force de la centralisation. La dynastie Xin, même si elle a duré peu de temps, a unifié la Chine en standardisant la monnaie, les mesures, l'écriture et même les routes. Le légalisme mettait l'accent sur des lois strictes et une administration rigoureuse, ce qui a apporté l'ordre rapidement, mais parfois de façon très sévère. La dynastie Han a amélioré ce système en mêlant autorité centrale et idées confucéennes, qui insistaient sur une gouvernance morale, la loyauté et une hiérarchie sociale bien organisée. Ce mélange d'organisation, de bureaucratie et de légitimité morale a permis à l'État chinois de durer bien plus longtemps que la plupart des autres empires de son époque. L'agriculture était le cœur de ces empires. Les rivières Zhōne et Yangtze offraient des terres extrêmement fertiles, permettant de nourrir de grandes populations et d'assurer une économie stable. L'État gérait souvent les systèmes d'irrigation, les canaux et les greniers pour lutter contre les famines, montrant ainsi une compréhension très avancée de l'infrastructure comme outil de pouvoir. Ces projets n'assuraient pas seulement la survie du peuple, ils renforçaient aussi l'autorité de l'État. La force de l'Empire dépendait donc autant d'une bonne gestion que de ses armées. Les réussites culturelles et technologiques ont aussi consolidé le pouvoir chinois. Le papier, l'imprimerie, la boussole, la poudre à canon et des techniques métallurgiques avancées sont nées en Chine, souvent avec le soutien de l'État. L'éducation, les examens impériaux et une bureaucratie fondée sur le mérite permettaient à des personnes talentueuses de monter en responsabilité, même sans être issues de familles puissantes. Cette importance donnée au savoir et à la bonne gouvernance a créé une stabilité qui a permis aux empires de durer des siècles, malgré des tensions internes occasionnelles. Bien sûr, aucune dynastie n'était à l'abri de la dégradation. Avec le temps, la corruption, les divisions internes et les impôts trop lourds pouvaient affaiblir le pouvoir. Les révoltes éclataient souvent quand les administrateurs ignoraient les besoins locaux, quand des catastrophes frappaient ou quand l'empereur se coupait de son peuple. Les invasions extérieures, qu'il s'agisse des tribus nomades comme les Xiongnu ou plus tard des Mongols, profitaient toujours de ces faiblesses. Comme dans d'autres empires, la décomposition interne ouvrait la porte aux pressions extérieures et précipitait le déclin.
Pourtant, cette nature cyclique permettait aussi le renouveau. À chaque nouvelle dynastie, on tirait des leçons de celle qui venait de tomber. On réorganisait l'administration et on restaurait la confiance du peuple. Cette capacité à renaître faisait que la civilisation chinoise ne disparaissait jamais vraiment, même si le pouvoir politique se morcelait. La langue, la culture et les structures sociales assuraient une continuité remarquable. La Chine représente donc un modèle unique d'empire, une longévité obtenue grâce à l'adaptabilité et à une légitimité morale, plus que par la conquête rapide. Le commerce et les échanges ont aussi joué un rôle essentiel. La route de la soie reliait la Chine à l'Asie centrale, au Moyen-Orient et au-delà, permettant la circulation non seulement de produits, mais aussi d'idées, de religions et de technologies. Les ports côtiers ont développé un commerce maritime important, intégrant la Chine dans un réseau économique et culturel encore plus vaste. Cette combinaison de stabilité interne et d'ouverture au monde a permis aux empires chinois de prospérer pendant des siècles et d'influencer des régions très lointaines. Alors, quand on regarde la montée et la chute des empires chinois, la leçon est claire. Le mandat du ciel, une bonne gouvernance, des infrastructures solides, la culture et l'adaptabilité comptaient autant que la puissance militaire. Les dynasties sont nées, ont atteint leur apogée puis décliné. Mais la civilisation, elle, est restée, prouvant qu'un cycle de réussite et d'effondrement peut aller de pair avec une continuité exceptionnelle. Ensuite, nous découvrirons l'Empire ottoman, où l'innovation militaire, une administration stratégique et l'intégration culturelle ont permis à un empire de durer des siècles, avec un modèle différent de réussite à long terme. Mais pour l'instant, souviens-toi de la Chine, une civilisation où le ciel, les infrastructures et la gouvernance morale ont dicté le rythme des empires, créant l'un des modèles les plus durables de toute l'histoire du monde. L'Empire ottoman, le long règne du croissant. Imagine une ville posée entre deux continents, où les minarets dominent des marchés animés, où les bateaux encombrent le Bosphore, et où l'air sent les épices, le café et le pain tout juste sortis du four. Cette ville, c'est Istanbul, autrefois appelée Constantinople, le cœur battant de l'Empire ottoman. Les Ottomans n'étaient pas seulement des conquérants, c'étaient des administrateurs hors pair, des stratèges brillants et des innovateurs culturels, capables de bâtir l'un des empires les plus durables de toute l'histoire. Leur parcours nous montre comment la force militaire, une bonne gouvernance et la capacité d'adaptation peuvent maintenir le pouvoir pendant des siècles. L'Empire ottoman apparaît à la fin du XIIIe siècle, dans les collines d'Anatolie. Au départ minuscule, il grandit peu à peu sous des dirigeants comme Osman Ier et Orhan, en absorbant progressivement les territoires voisins. Mais ce qui rendait les Ottomans vraiment exceptionnels, ce n'était pas seulement leur capacité à conquérir, c'était leur capacité à intégrer. Les peuples conquis pouvaient souvent garder leur religion, leurs lois locales et leurs coutumes, tant qu'ils reconnaissaient l'autorité ottomane et payaient l'impôt. Cette tolérance pragmatique limitait les révoltes et renforçait la loyauté, une leçon héritée d'autres empires comme la Perse ou les califats islamiques. L'armée ottomane était aussi l'un des piliers de sa puissance. Leur infanterie d'élite, les janissaires, était recrutée grâce au système du devshirme, puis formée avec une discipline extrême et totalement fidèle au sultan plutôt qu'aux chefs locaux. Cette armée professionnelle pouvait réagir vite à n'importe quelle menace, et sa stratégie rigoureuse donnait aux Ottomans un avantage décisif face à leurs ennemis. Avec leur artillerie avancée, leur puissance navale et leurs fortifications solides, ils savaient s'adapter et combiner tradition et innovation pour s'étendre en Europe, en Asie et en Afrique. L'administration ottomane était tout aussi organisée. L'empire était divisé en provinces dirigées par des responsables qui rendèrent des comptes directement au sultan. Une bureaucratie centralisée levait les impôts, appliquait les lois et assurait l'ordre, tout en laissant une certaine autonomie locale. Les écoles, les tribunaux et les institutions religieuses ajoutaient stabilité et cohérence à une mosaïque immense de cultures et de populations. Gouverner ne consistait pas seulement à contrôler, il fallait maintenir une société fonctionnelle où le commerce, la culture et la vie quotidienne pouvaient prospérer. Sur le plan économique, les Ottomans brillaient grâce à leur contrôle des grandes routes commerciales entre l'Europe et l'Asie. Istanbul devenait un centre vivant pour les marchands, artisans et savants, créant une richesse qui soutenait l'armée, l'administration et les projets publics. L'agriculture était organisée efficacement et l'Empire investissait dans les routes, les ponts et les systèmes d'irrigation. La prospérité renforçait la loyauté des populations
et la légitimité du pouvoir. Les Ottomans avaient compris que la richesse n'était pas seulement un privilège, c'était un outil essentiel pour stabiliser et maintenir l'empire. La culture et la religion jouaient aussi un rôle clé. L'islam était central, mais les Ottomans savaient se montrer pratiques. Ils permettaient aux communautés chrétiennes et juives de s'administrer elles-mêmes dans de nombreux aspects de la vie quotidienne grâce au système des millets. L'art, l'architecture et le savoir se développaient, mêlant influences byzantines, perses et arabes. Les mosquées, palais et bâtiments publics incarnaient à la fois pouvoir spirituel et autorité politique, montrant que la culture pouvait être une force impériale. Bien sûr, les Ottomans n'étaient pas à l'abri des difficultés. Les disputes de succession, la corruption et les défaites militaires mettaient régulièrement leur solidité à l'épreuve. Avec le temps, les problèmes administratifs et économiques affaiblirent le centre du pouvoir, tandis que les puissances européennes gagnaient en force. Au XVIIIe et XIXe siècles en mots, on appelait souvent l'Empire « l'homme malade de l'Europe ». Et pourtant, il survécut plus longtemps que beaucoup d'autres, grâce à sa capacité à changer, à gouverner efficacement et à réunir des peuples très différents. L'histoire de l'Empire ottoman nous rappelle qu'un empire durable nécessite bien plus que des conquêtes. La force militaire ouvre la porte, mais ce sont la bonne administration, la tolérance, les infrastructures, l'économie et la cohésion culturelle qui permettent de rester debout. Les Ottomans ont su combiner tous ces éléments, et c'est pour cela qu'ils ont duré plus de 6 siècles, un exploit rare dans l'histoire humaine. Leur ascension, leur long règne et leur déclin final montrent que tout empire repose sur un équilibre fragile entre innovation, adaptation et limites humaines. Alors, en repensant aux Ottomans, n'oublie pas ceci. Leur véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans les sabres ou les canons, mais dans leur capacité à intégrer les sociétés, les cultures et les systèmes de pouvoir. Et quand nous passerons ensuite à l'Empire britannique, nous découvrirons un autre modèle d'influence mondiale, fondé non seulement sur les conquêtes militaires, mais aussi sur le commerce, la colonisation et un réseau complexe de domination politique et culturelle. 15. La chute de l'Empire britannique. Les vents du changement. Imagine-toi dans un port colonial autrefois animé, où les navires qui transportaient marchandises, soldats et fonctionnaires vers les coins les plus lointains du monde sont maintenant silencieux. Les drapeaux qui représentaient des siècles de puissance ont été abaissés et les gouvernements locaux prennent les commandes. Voilà la réalité de l'Empire britannique au XXe siècle, une puissance mondiale face à des vents de changement inévitables. La chute de l'Empire britannique n'a pas été soudaine, mais une lente déconstruction, provoquée par des tensions internes, des pressions économiques et la montée du nationalisme dans ses colonies. L'un des premiers signes de déclin est le coût énorme pour maintenir un empire mondial. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale épuisent les ressources du pays, affaiblissent l'économie et mettent la société à rude épreuve. Entretenir des bases militaires, imposer son autorité et gérer des réseaux commerciaux devient de plus en plus coûteux. L'Empire est immense, mais les ressources ne sont pas infinies, et la priorité devient de redresser le pays lui-même. C'est un thème que l'on retrouve souvent dans l'histoire des empires. Plus ils sont grands, plus ils sont difficiles à soutenir sans se surmener, comme on l'a déjà vu avec Rome ou l'Espagne. Les mouvements nationalistes et les luttes pour l'indépendance jouent aussi un rôle décisif. En Asie, en Afrique et dans les Caraïbes, les populations locales prennent davantage conscience de leurs droits et de leur capacité à s'autogouverner. L'Inde, considérée comme le joyau de la couronne, devient le centre de la résistance sous l'impulsion de dirigeants comme Mahatma Gandhi, mêlant désobéissance civile, négociations politiques et mobilisation massive. En Afrique et au Moyen-Orient, des mouvements similaires contestent l'autorité britannique. Ces revendications montrent qu'une domination uniquement fondée sur la force ne suffit pas. Un empire a besoin de légitimité et de coopération. Lorsque cela disparaît, ses bases s'effondrent. Les guerres mondiales accélèrent le déclin. L'armée britannique est dispersée sur trop de fronts, l'économie croule sous les dettes et son influence mondiale est concurrencée par de nouvelles puissances, comme les États-Unis et l'Union soviétique. Le monde d'après-guerre défend l'autodétermination et la coopération internationale, laissant peu de place aux vieilles pratiques impériales. Les anciennes colonies sont de plus en plus reconnues comme des nations souveraines, et la Grande-Bretagne doit s'adapter à un nouvel ordre mondial où la diplomatie prend le pas sur la domination. Des pressions politiques et sociales internes contribuent aussi à la chute. L'opinion publique change,
questionnant la morale et l'intérêt de garder des colonies si éloignées. Maintenir un empire demande non seulement des moyens à l'étranger, mais aussi le soutien de la population chez soi, ce qui devient difficile alors que les coûts augmentent et que les résistances se multiplient. Les dirigeants politiques doivent trouver un équilibre entre ambition mondiale et priorité nationale, et cet équilibre penche de plus en plus vers la décolonisation. Les transformations économiques jouent un rôle plus discret mais essentiel. Les progrès industriels et technologiques bouleversent les échanges commerciaux, réduisant les avantages exclusifs de la Grande-Bretagne. Les anciennes colonies développent leurs propres économies et industries, devenant moins dépendantes du pays au pouvoir. Le modèle traditionnel de l'Empire, exploiter les ressources et contrôler le commerce, perd son efficacité, renforçant ce schéma d'expansion puis de difficulté que l'on retrouve dans tant d'autres empires. Même en déclin, l'Empire britannique laisse un héritage durable. La langue anglaise, les systèmes juridiques, les traditions parlementaires et de nombreuses infrastructures restent en place dans le monde entier. Les réseaux commerciaux, les liens culturels et les institutions éducatives influencent encore l'ordre mondial après la colonisation. Une fois le pouvoir politique disparu, l'influence culturelle, elle, continue. Preuve que les marques d'un empire survivent souvent bien au-delà de ses frontières officielles. La chute de l'Empire britannique nous rappelle une leçon intemporelle. Même les plus grandes puissances sont vulnérables à l'épuisement économique, aux contestations internes, à la concurrence extérieure et au désir de liberté des peuples. La force militaire et la richesse peuvent créer une influence immense, mais pour durer, il faut aussi de la légitimité, de l'adaptabilité et la capacité de s'ajuster à un monde qui change. Les vents du changement finissent toujours par souffler, et même les empires les plus organisés doivent y faire face. Bientôt, lorsque nous aborderons le dernier sujet, les leçons tirées de l'ascension et de la chute des empires, nous rassemblerons les schémas observés chez Rome, la Chine, les Mongols, la Grande-Bretagne et d'autres, pour comprendre pourquoi l'histoire semble se répéter. Pour l'instant, retenons la Grande-Bretagne, une puissance mondiale dont le déclin montre comment même les empires les plus vastes ne peuvent pas échapper éternellement aux forces du changement. L'Empire français, Révolution et Renaissance. Imagine Paris à la fin du XVIIIe siècle, des rues animées de débats, des pamphlets qui sortent des imprimeries et des citoyens qui discutent dans les cafés de liberté, d'égalité et de l'avenir de leur nation. Voilà le monde de l'Empire français, une histoire faite d'énergie révolutionnaire, de bouleversements spectaculaires et d'une renaissance qui allait se faire sentir à travers l'Europe et bien au-delà. Contrairement aux empires qui se construisaient lentement par le commerce ou la conquête, la puissance française est née d'idées radicales, de leaders charismatiques et de la capacité à transformer la société de l'intérieur. L'histoire commence avec la Révolution française en 1489 de notre ère, quand des siècles de monarchie, d'inégalités et de mauvaise gestion financière ont atteint leur point de rupture. Les citoyens ordinaires ont exigé du changement, et l'ancien ordre s'est effondré sous la pression de la rue et des assemblées révolutionnaires. La Révolution a d'abord créé le chaos, mais elle a aussi semé les graines d'un nouveau type d'empire, capable de projeter sa puissance non seulement par les armes, mais aussi par l'idéologie. Napoléon Bonaparte a émergé de ce tumulte révolutionnaire. Stratège militaire de génie et leader charismatique, il a pris le pouvoir et transformé la France en un empire qui dominait l'Europe. Napoléon a mélangé la discipline et l'organisation de Rome aux idéaux révolutionnaires, créant un État fondé sur le mérite, les réformes juridiques et une administration centralisée. Le Code napoléonien a uniformisé les lois, renforcé les structures bureaucratiques et diffusé des principes de justice et d'égalité, du moins en théorie, dans les territoires conquis par la France. L'innovation militaire a été au cœur de son succès. Ses armées étaient très organisées, rapides et disciplinées, capables de campagnes éclairs qui battaient des forces plus grandes mais moins flexibles. Grâce à ce génie militaire, la France a contrôlé d'immenses régions d'Europe, de l'Espagne à l'Italie, en passant par une partie de l'Allemagne et même au-delà. Pourtant, comme pour les autres empires, une expansion trop rapide comportait des risques. Les ravitaillements, les longues distances et la résistance des populations locales devenaient de plus en plus difficiles à gérer, répétant un scénario d'excès que l'on retrouve souvent dans l'histoire. Sur le plan économique et social, la France a aussi mené de profondes réformes. Les privilèges féodaux ont disparu, les impôts ont été uniformisés et les écoles ont été réorganisées. L'État a encouragé l'industrie, les infrastructures
et une planification centralisée. Même si les guerres consumaient d'énormes ressources, ces réformes ont solidifié l'intérieur de l'Empire et laissé une trace durable, influençant les gouvernements européens longtemps après la défaite de Napoléon. La culture et l'idéologie ont été des armes tout aussi puissantes. Les idées révolutionnaires de citoyenneté, d'égalité et de gouvernement laïque ont franchi les frontières, inspirant des révoltes, des réformes et de nouvelles constitutions partout en Europe. La France ne se contentait pas de conquérir des terres, elle exportait une vision de la société qui remettait en cause les monarchies et transformait la politique. Cela montre qu'un empire ne se construit pas seulement par la richesse ou les territoires. Parfois, ce sont les idées qui dominent, comme on l'a vu dans les califats islamiques, à Byzance ou encore dans l'Empire britannique. Mais l'Empire français n'était pas invincible. Les oppositions internes, les coalitions européennes contre la France et la difficulté énorme de contrôler presque tout un continent ont fini par provoquer la chute de Napoléon. L'invasion de la Russie en 1811, les hivers terribles et les lignes de ravitaillement trop étirées ont été catastrophiques. Comme pour Rome ou les Mongols, même la meilleure organisation militaire ne pouvait pas surmonter certaines réalités naturelles, logistiques et politiques. Pourtant, après la chute, la France a connu une renaissance. Les idées, les institutions et l'influence culturelle de l'époque napoléonienne ont continué d'exister, transformant les nations européennes et le droit international. La Révolution et l'Empire ont prouvé qu'un État pouvait se hisser au sommet autant grâce aux idées et aux réformes que par la conquête, et que même après la défaite, l'héritage juridique, administratif et idéologique pouvait survivre. L'histoire de l'Empire français nous offre une leçon intemporelle. Le pouvoir ne vient pas seulement des armées et des territoires, mais de la capacité à inspirer, à organiser et à réformer la société. Les structures internes, les lois et l'influence des idées peuvent renforcer la portée d'un empire, mais l'excès, la résistance et les pressions extérieures restent des menaces constantes. La France montre que des empires peuvent naître d'une révolution, s'effondrer, puis laisser une empreinte durable qui dépasse largement leur domination politique. Lorsque nous passerons ensuite à l'Empire russe, nous verrons un État qui a mêlé expansion territoriale, autorité centrale et assimilation culturelle pour devenir une grande puissance, mais qui a aussi connu des cycles répétés de réformes et d'effondrements internes. Pour l'instant, rappelons-nous la France, un empire né de la Révolution, renforcé par les réformes et gravé dans l'histoire autant pour sa puissance que pour ses idées qui continuent de vivre. 7. Les empires russes et soviétiques, des tsars au communisme. Imagine un paysage gelé qui s'étend de l'Europe jusqu'au Pacifique, avec des villes fortifiées, de vastes forêts et des steppes sans fin. Voilà la Russie, une terre d'extrême, où survivre exigeait souvent une autorité centrale forte et une grande capacité de résistance. Au fil des siècles, la Russie passa d'un ensemble de principautés à un immense empire dirigé par les tsars, puis évolua en Union soviétique, un État mêlant idéologie, puissance industrielle et contrôle centralisé pour dominer une grande partie de l'Eurasie. L'histoire de la Russie nous montre qu'un empire peut se réinventer, mais qu'il reste toujours vulnérable aux pressions internes comme externes. L'empire russe prit forme sous les tsars, surtout à partir du XVIe siècle. Des dirigeants comme Ivan le Terrible ou Pierre le Grand agrandirent le territoire, centralisèrent l'administration et modernisèrent l'armée. Cette expansion fut souvent brutale, notamment en Sibérie, dans le Caucase et en Asie centrale, mais elle permit de créer un empire unifié s'étendant sur des milliers de kilomètres. Le pouvoir reposait sur l'autocratie. Le tsar détenait presque toute l'autorité, soutenu par une bureaucratie et une armée puissante. Pour contrôler un territoire aussi vaste, il fallait de la force, mais aussi une administration intelligente, un schéma que nous avons déjà vu en Chine ou chez les Ottomans. La religion jouait un rôle essentiel. L'Église orthodoxe russe renforçait l'autorité du tsar en lui donnant une légitimité spirituelle. La foi se mêlait au gouvernement, aidant à maintenir la cohésion parmi des peuples très différents, mongols, finnois, tribus de Sibérie et bien d'autres. Cette alliance entre religion et pouvoir central rappelait certaines stratégies de Byzance ou de la Chine, où la croyance servait de socle à la stabilité politique. Économiquement, la Russie dépendait surtout de l'agriculture et de l'exploitation des ressources. Le servage attachait des millions de paysans à la terre, fournissant la main-d'œuvre pour l'agriculture et les grands chantiers. Les villes se développaient lentement et l'industrialisation restait en retard par rapport à l'Europe de l'Ouest, ce qui créait des tensions internes. L'État encourageait le commerce par les fleuves et les ports,
reliant l'Europe et l'Asie. Mais la stratégie économique était souvent réactive plutôt que proactive, montrant une réalité fréquente. Un empire qui ne parvient pas à moderniser ses ressources finit par stagner et se fragiliser. Finalement, l'Empire russe subit de fortes pressions qui menèrent à la Révolution. Au début du XXe siècle, les inégalités, les défaites militaires et les révoltes sociales sapèrent la légitimité du système tsariste. Les révolutions de 1917 renversèrent la monarchie et ouvrirent la voie aux bolcheviks et à la naissance de l'Union soviétique. Cette transition montre quelque chose d'unique. Un empire peut s'effondrer politiquement, mais renaître sous une forme différente, tout en gardant la centralisation, le contrôle et l'ambition d'expansion, mais avec une idéologie entièrement nouvelle. L'Empire soviétique misait sur l'industrialisation, la planification centrale et la conformité idéologique. Des dirigeants comme Lénine et Staline voulurent y consolider le pouvoir, moderniser l'économie et étendre le communisme à l'intérieur comme à l'extérieur. L'État contrôlait presque tout, agriculture, éducation, information. Il utilisait la propagande, la police secrète et la force militaire pour garder la main. D'une certaine manière, il reproduisait les grandes priorités des anciens empires: administration efficace, armée puissante, cohésion culturelle, mais avec un cadre idéologique rigide. La puissance militaire restait au cœur du système. L'Union soviétique joua un rôle décisif pendant la Seconde Guerre mondiale, étendit son influence en Europe de l'Est et devint une superpuissance pendant la guerre froide. Contrairement aux empires traditionnels, l'URSS utilisait l'idéologie et la stratégie géopolitique pour exercer son influence, montrant que le pouvoir évolue avec la technologie, la communication et la politique mondiale. Mais comme partout, la surextension et les faiblesses internes finirent par apparaître. Bureaucratie lourde, corruption, stagnation économique et mouvements nationalistes dans les États satellites qui contestèrent l'autorité centrale. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 marqua la fin d'un nouveau chapitre dans l'histoire des empires russes. La surextension, l'inefficacité économique et les aspirations d'indépendance au sein des républiques rappellent ce que nous avons vu à Rome, en Grande-Bretagne ou en Chine. Pourtant, l'héritage russe, territorial, culturel, scientifique et politique, reste puissant. L'empreinte d'un empire survit souvent longtemps après la fin de son contrôle direct. L'histoire des empires russes et soviétiques nous enseigne une leçon importante. La centralisation, l'idéologie et la puissance militaire peuvent soutenir une domination immense, mais négliger la modernisation économique, la cohésion sociale et la capacité d'adaptation mènent au déclin. Révolution, réforme et transformation reviennent souvent comme réponse aux pressions, mais même en changeant de forme, un empire ne peut échapper à ces défis récurrents. Quand nous rassemblerons les leçons de tous ces empires, nous verrons qu'au-delà des différences de culture, de géographie et d'époque, leur ascension et leur chute suivent des schémas étonnamment similaires. Pour l'instant, retiens ceci. La Russie est une histoire de résistance, de réinvention et de tension constante entre l'autorité centrale et les limites humaines, des tsars jusqu'au communisme.